Donc, merci à tous. On est 135. Franchement, c'est une belle petite première. C'est hyper encourageant. On est déjà super heureux de vous avoir. Donc, l'ACOS, c'est l'association des chirurgiens oraux du Sud-Est qu'on gère voilà, pour l'instant à quatre chirurgiens oraux. Il y a un Niçois et 3 Marseillais. Donc, il y a le docteur Franck Afota qui a un exercice libéral de chirurgie orale exclusif à Nice, à la clinique Saint-Georges, pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Azur. Et il a une activité aussi au sein de l'Institut universitaire de la face et du cou, en tant que praticien hospitalier. Voilà, il partage son temps entre le public et le privé. Et ensuite, on est les trois assistants actuellement sur Marseille, sur la PHM, avec le docteur Mehdi Hadchaïd et le docteur Yvan Romanet. Voilà, on est en deuxième année d'assistanat, donc un assistanat qu'on vit en plein confinement, c'est un peu bizarre, mais on essaie de faire ces petits tutos pour quand même se garder à la page. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bon, avant de commencer, donc, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis ancien interne, actuellement assistant dans le service de chirurgie orale à l'hôpital de la Timone. J'opère aussi dans le service de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital Nord à Marseille. Et on va discuter pendant un petit quart d'heure des perforations de la membrane de Schneider. Pour commencer, il faut savoir que c'est une complication qui est très fréquente. C'est d'ailleurs la plus fréquente des complications péropératoires pendant un sinus lift. Il survient en moyenne une fois sur 4, contre environ une fois sur 10 pour les abords crestaux. Évidemment, dans les abords crestaux, ce chiffre est forcément sous-estimé. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la perforation. Le seul moyen, ça serait par une vue endoscopique en péropératoire. Alors ça, on sait bien le faire sur des cadavres, évidemment, comme on voit sur la photo de droite. En revanche, dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Après, ces perforations, ces petites perforations par abord crestal, souvent, on le verra plus tard, elles sont sans conséquence sur la survie implantaire et de la greffe. Ensuite, il faut savoir s'il y a des situations à risque de perforation. Alors, oui, on va les diviser en 3 catégories. La première catégorie, c'est ce que j'appelle les faux risques, c'est-à-dire ceux qui ont été identifiés clairement par la littérature scientifique comme n'ayant pas d'influence sur la survenue des perforations. On peut citer l'âge et le sexe, le fait que le patient soit fumeur ou qu'il ait souffert dans le passé d'une parodontite. On dit aussi que l'expérience du praticien n'a pas d'influence sur la survenue des perforations. Alors moi, ça, j'y crois pas trop. Ça voudrait dire que celui qui fait 200 sinus lifts par an depuis 10 ans ferait autant de perforations que celui qui opère de temps en temps depuis la même période. Alors, on retrouve ce résultat. Pourquoi? Parce que dans un article scientifique, si vous voulez, l'expérience du praticien, elle s'exprime exclusivement en nombre d'années de pratique. Si vous regardez cette image, on voit 4 footballeurs. Ils font le même métier, ils sont nés la même année, ils ont donc la même expérience selon les critères de la littérature scientifique. Ça voudrait dire que Jérémy Ménez a la même expérience que Lionel Messi. Je ne m'attarde pas plus sur le sujet, vous avez compris le message, et oui, le foot me manque. Alors, la deuxième catégorie de situations à risque, c'est ceux que la littérature n'a pas su clairement identifier comme des facteurs de risque. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser un piézotome ou des instruments rotatifs classiques? J'ai autant de méta-analyses qui disent que oui que de méta-analyses qui disent que non. De toute façon, ce n'est pas au moment de l'ostéotomie du volet latéral que les perfos vont se faire en général, mais plutôt pendant le décollement de la membrane qui se fait manuellement, quelle que soit la technologie. Second facteur de risque pas clair, c'est l'épaisseur de la membrane sinusienne. Pourquoi? Parce que c'est contre-intuitif quand même, finalement, de penser qu'une membrane épaisse est une membrane à risque de perforation. En gros, les membranes à risque, ce sont celles qui sont très fines, moins d'1 millimètre, et les très épaisses, celles qui font plus de 3 mm, parce que les fines, elles sont fines, et les très épaisses, parce que souvent, elles sont moins élastiques. Enfin bref, il faut savoir qu'une membrane saine peut théoriquement supporter une déformation d'environ 5 mm en chaque point. C'est le principe du Summers, d'ailleurs. Donc voilà. En tout cas, on sait que la membrane est plus épaisse chez les hommes, chez les anciens fumeurs et ou parodontopathes,
et que le cone beam surestime toujours un petit peu son épaisseur. Voilà, je ne m'attarde pas là-dessus davantage parce que la littérature est trop hétérogène sur le sujet. Ensuite, dernière question, est-ce qu'il faut garder la fenêtre osseuse ou la fraiser complètement? Alors théoriquement, en la gardant, on devrait augmenter l'ostéoconduction de la greffe. Pourtant, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence significative quant à la survie implantaire, qu'on la garde ou non. Idem pour la taille de la fenêtre et sa forme. De plus, on augmente le risque de perforation sur les berges de l'îlot osseux si on décide de la garder. Et ensuite, on a finalement les vrais facteurs de risque de perforation. Pour commencer, il y a les sinus pathologiques ou ceux en rapport avec des dents pathologiques. Ceux-là, il ne faut pas les opérer. En tout cas, pas tout de suite. Yvan Romanet va vous en parler. La résolution des pathologies du complexe dento-naso-sinusien, ça va toujours être prioritaire sur les greffes osseuses. Les autres facteurs de risque, ils sont anatomiques. On a bien sûr les plafonds sinusiens accidentés après des avulsions dentaires, donc il ne faut pas opérer trop tôt, mais aussi et surtout les septa osseux, dont va vous parler Romain Castro. Le dernier facteur de risque de perforation, il est méconnu, mais il est absolument fondamental. C'est la largeur du bas-fond du sinus. On sait que c'est dans la partie antérieure que vont se faire la grande majorité des perforations. Et il y a deux angles à mesurer en préopératoire sur le cone beam. D'abord, il y a l'angle A. C'est l'angle qui est formé entre la paroi antérolatérale et la paroi médiale du sinus maxillaire. Il faut savoir qu'on a à peu près 60% de perforation quand cet angle est inférieur à 30 degrés, comme ici à gauche. C'est considérable. Plus on va en distal sur la crête, ou en postérieur dans le sinus plutôt, et plus cet angle va s'ouvrir et moins on va faire de perforation. C'est pour ça que c'est essentiel de faire une fenêtre, de fraiser la fenêtre la plus antérieure possible, pour avoir la visibilité la meilleure dans ces angles aigus qui sont difficiles à décoller. Voilà, sur ces images en coupe axiale, on voit bien ces zones antérieures qui sont difficiles à décoller proprement, d'autant plus si on a fait une fenêtre d'accès trop postérieure. Ensuite, il faut regarder l'angle formé par le récessus nasopalatin. Plus il est aigu et plus il est difficile à décoller, et plus on risque donc de faire une perforation. Ces perforations, on peut les faire à peu près n'importe quand pendant la chirurgie. À l'élévation du lambeau, si on décolle trop vigoureusement sur un os trop fin, bon là c'est vraiment pas de bol. À la préparation de la fenêtre osseuse, bien sûr. Au décollement, à l'élévation de la membrane, c'est le cas le plus fréquent. Et plus rarement, on peut faire une perforation en exerçant une pression excessive sur la membrane lors de la mise en place de la greffe. Encore plus rare dans les abords latéraux, à la pose de l'implant. Mais bon, ça, c'est des histoires de chasse. Quelles sont les conséquences d'une perforation? C'est assez facile à comprendre. On va avoir une continuité finalement entre le milieu buccal, la greffe et le système naso-sinusien. Donc évidemment, on peut avoir des saignements, même si ce n'est pas du tout un signe qui met en évidence une perforation, parce qu'une grande partie des patients va saigner du nez dans les premiers jours qui suivent un sinus lift. Le plus important, c'est surtout qu'ils en soient prévenus avant. Ensuite, en presque un cas sur trois, on va avoir des sinusites, soit par contamination bactérienne à travers la perforation, ou soit par blocage de l'ostium, par le sang coagulé, ou alors par la greffe, en fait, par du substitut osseux qui passe à travers la perforation. On va retrouver des infections à proprement parler de la greffe ou du sinus lui-même dans 2 à 5% des cas. Le plus important, quoi qu'il arrive, c'est de faire un cone beam le plus tôt possible, dès que le patient ou que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en post-opératoire. Évidemment, le traitement pharmacologique, il va reposer sur des antibiotiques et en cas d'échec, sur la dépose partielle ou complète de la greffe et ou des implants. Pour finir sur les conséquences des perforations, on a une augmentation significative de probabilité de perte de la greffe pour les perforations de diamètre supérieur à 6 mm. Pour la survie des implants, c'est exactement la même chose. À partir de 6 mm, on a une diminution de la réussite. Dans les perfos plus petites, les taux de succès sont à peu près les mêmes, sont les mêmes qu'en l'absence de perforation. Je parle des perforations qui ont été gérées en péropératoire. Comment on les gère? D'abord, et c'est le plus important, je pense,
il faut avoir une bonne visibilité, il faut voir la perforation dans son intégralité. Ça, c'est fondamental. Pour ça, il y a 2 choses à faire. Il faut avoir fait une fenêtre ou bien suffisamment grande, ou bien facilement agrandissable, entre guillemets. Alors, ce n'est pas toujours facile, surtout quand on est dans un édentement encastré. Les sinus lifts entre dedans, c'est toujours compliqué. Ensuite, dès qu'on s'est rendu compte d'avoir fait la perforation, il ne faut surtout pas aller se précipiter à décoller autour d'elle. Au contraire, il faut se mettre le plus à distance possible et le plus à l'opposé possible dans la fenêtre de cette perforation. Là où, en fait, on a encore de l'élasticité. Donc, vous voyez ici, sur ce sinus, la perforation, elle est antérieure. Ça, c'est un sinus droit. La perforation, elle est antérieure, mais la fenêtre a été agrandie en postérieur pour avoir de l'élasticité derrière. Ensuite, il faut savoir que faire une manœuvre de Valsalva, ce n'est pas forcément contributif. La façon dont circule l'air dans le sinus, c'est un sujet qui est mal connu. On peut avoir une membrane qui est trouée, qui est en dentelle, et qui va quand même se gonfler et se dégonfler à la ventilation spontanée ou provoquée par un Valsalva. Grosso modo, on va avoir, disons qu'on va avoir 4 types de perforations là, que je vais vous décrire et qui vont être gérées différemment selon leur dimension. Alors, qu'on se mette d'accord, juste, j'ai fait des petits schémas pour la suite. À gauche, il y aura toujours une vue qui correspond à la vue coronale du sinus. Et à droite, il y aura une vue sagittale qui correspond aux yeux du chirurgien, en fait. En noir, l'os, et en bleu, la membrane sinusienne. Première situation, assez fréquente, c'est les petites perforations. Petites perforations 1 mm, 2 mm, ou alors celles qui sont peut-être un peu plus grandes, mais qui sont sur les bords supérieurs ou inférieurs de la fenêtre. Pour celles-ci, le principe, c'est de ne pas trop se prendre la tête, et surtout d'éviter de les agrandir. En fait, ces petites perforations, elles vont soit se refermer toutes seules par coagulation des berges, ou soit de toute façon se refermer par effet un peu accordéon avec le reste de la membrane sinusienne une fois qu'elle a été surélevée. Je vous conseille quand même, c'est mon avis, de sécuriser cette manœuvre-là en apposant une membrane de collagène résorbable. C'est ce qui est en vert là, sur le schéma. Entre la greffe en orange et la membrane sinusienne en bleu. Alors attention, quand on manipule une membrane dans le sinus, il faut faire très très attention à ce qu'elle ne glisse et qu'elle ne s'échappe pas au moment de la mise en place de la greffe. En fait, elles ont tendance à glisser toujours, ces petites membranes collagéniques. C'est pour ça qu'il faut la centrer au maximum sur la perforation, quitte à ce qu'elle déborde un petit peu de la fenêtre. À ce stade, ce n'est pas nécessaire de stabiliser la membrane collagénique sur les parois osseuses. Deuxième situation, perforation un peu plus large. Là, on a plusieurs choix. Soit on essaye de suturer la membrane, si elle est suffisamment épaisse ou si on est suffisamment balèze, ou soit on va aussi placer une membrane collagénique, mais là, cette fois-ci, il faudra la stabiliser. Alors, si on veut suturer la membrane, il faut d'abord terminer le décollement pour se donner suffisamment de laxité autour de la perforation. Ensuite, on va fraiser 1 ou 2 trous en haut de la fenêtre osseuse et on va faire passer un fil résorbable très fin, 6,0, 7,0, même non, mais 6,0, c'est très bien, sur une aiguille ronde de préférence, de part et d'autre de la perforation. Et en fait, on va serrer le nœud sur la corticale externe. Là, il ne faut pas aller serrer d'emblée comme un âne, sinon le risque, c'est d'aller agrandir la perforation. Le but du jeu, en fait, ce n'est pas tant de suturer la perforation que de venir en fait, la plaquer contre la corticale externe. Et là aussi, on peut sécuriser le tout avec une membrane collagénique entre la greffe et la membrane sinusienne. L'autre choix, c'est celui qu'on utilise pour les perforations les plus larges ou les plus postérieures, c'est donc de complètement isoler la greffe dans une membrane collagénique. On a la technique historique de la poche de Loma Linda. C'est rien d'autre qu'une poche, en fait, comme on se l'imagine. C'est-à-dire on a une grande membrane collagénique dans laquelle on met la greffe et qui va dépasser sur les bords de la fenêtre osseuse. On peut ou non fixer cette poche avec des pins, des punaises, ou alors venir la suturer sur la corticale externe si on en a. Le problème avec ces poches de Loma Linda, c'est qu'elles peuvent se désolidariser des parois médiales en fait, du sinus pour une raison ou pour une autre et rendre la greffe inutilisable. Quand on a un septum sinusien mal placé, par exemple, c'est difficile de stabiliser sur la paroi médiale. C'est pour ça qu'à Tatonne, en Corse, on a proposé d'ajouter
un ou plusieurs pins sur la paroi médiale en fait, pour bien stabiliser la membrane. Donc évidemment, je précise que dans ces grandes perforations qu'on vient de voir, qui nécessitent ou une poche de Loma Linda ou une bourse de Tatton, une technique de Tatton, c'est pas une bonne idée d'aller placer les implants simultanément au risque de tout perdre en fait, en cas de complication. On peut aussi avoir le scénario catastrophe, la perforation très large, plus d'1 centimètre, qui fait que s'élargir, plus on essaye de soigner, et moins ça va. Ou alors des perforations moyennes, mais un peu partout. Là, il faut être pragmatique. On respire. Soit on décide de terminer la chirurgie en connaissance du risque de complications et d'échecs, donc en essayant de greffer quoi qu'il arrive. Ou soit on stoppe tout et on attend quelques semaines, 3-4 mois peut-être, pour réintervenir. À ce stade, ça ne sert à rien de recréer le volet osseux par un moyen ou un autre. On resuture son abord ad intégrum et puis c'est tout. En fait, ce qu'on recherche, c'est la formation d'un tissu cicatriciel qui va remplacer la membrane sinusienne perforée. Ce tissu fibrosé, là, il va souvent être finalement assez facile à réopérer parce qu'il va constituer une néomembrane sinusienne qui est très solide. La difficulté, ça va surtout être de réaborder l'ancienne fenêtre osseuse en demi-épaisseur. C'est-à-dire qu'il faut se laisser guider par les parois aux alentours qui sont restées intactes. Et on voit, je vous ai mis le trait de bistouri sur le schéma en rouge, avec l'incision en demi-épaisseur dans le tissu fibrosé en bleu. Alors pour finir avec les techniques, il y a tout un tas qui ont le mérite de bien fonctionner entre les mains de ceux qui les maîtrisent. On a les hémostatiques résorbables type Pangène, Surgicel qui sont faciles à utiliser pour les petites perforations, mais comme je vous disais, qui ont la fâcheuse habitude de s'échapper de la zone où on voudrait les garder. PRF, bien sûr, les membranes en PRF pour boucher les perforations. Alors, le problème, c'est qu'elles se résorbent très vite. Elles se résorbent très vite et elles ont tendance aussi, elles sont lourdes, en fait, elles ont tendance à écraser la greffe. L'intérêt du PRF, pour moi, c'est surtout pour faire du sticky bone, en fait. On mélange du IPRF, il me semble, avec le greffon, et puis on a quelque chose d'assez compact qui risque moins de s'échapper. Attention, c'est niçois le PRF, Mehdi. Pardon. Et on peut citer d'autres techniques un peu plus anecdotiques dans le recouvrement des perfos. Il y a boule de Bichat, remise en place du volet osseux, mise en place des cols biologiques type Tissil, ou encore plus extravagant, il y en a qui font des greffes de conjonctif sur la membrane sinusienne. Pourquoi pas. À retenir de cette perforation, de cette présentation, pardon. Les perforations sont très fréquentes et seules les plus larges d'entre elles vont porter préjudice à la survie implantaire et aussi à celle de la greffe, évidemment. Il faut bien connaître l'anatomie du sinus qu'on va opérer et surtout identifier la présence de septa et d'angles aigus entre les parois osseuses. Pourquoi ? Parce que les perforations se font le plus souvent dans la partie antérieure du sinus, là où on retrouve ces angles aigus. Il faut donc faire des fenêtres assez antérieures pour avoir une bonne visibilité. En cas de perfo, il ne faut pas se précipiter dessus. Il faut plutôt aller décoller au maximum à distance de celui-ci. Et enfin, au moindre doute sur la survenue d'une complication, il ne faut pas se jeter sur son ordonnance d'antibiotiques. Il faut plutôt pousser le patient au cone-beam, bien diagnostiqué, pour bien traiter. Merci de votre attention. Voilà, merci beaucoup Mehdi, c'était très clair. On te remercie, tu as bien fait le tour du problème, à la fois dans les moyens de survenue de ces perforations et dans les techniques chirurgicales qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de sauver la mise, parce que c'est jamais agréable de se retrouver face à ces situations. Romain, Oui, je peux prendre la parole une seconde. Oui, pas de problème. Il y a donc l'inventeur de la Tatton technique dans le chat qui nous précise, Pascal Valentini, bonjour d'ailleurs, Bonjour. qui nous précise que dans la Tatton technique, la membrane ne ressort pas en vestibulaire au niveau de l'ostéotomie cervicale. Voilà, comme ça c'est clair. Ne ressort pas. Ok. Eh ben, merci, docteur Valentini. C'est chouette de vous avoir parmi nous. Que pensez-vous d'utiliser la corticale osseuse externe comme plancher de sinus pour gérer les perforations sinusiennes? Ça se fait, ça se fait. Même on peut faire des prélèvements symphysaires, rétromolaires, etc. Oui, tout ça, ça existe. Après, le problème, c'est de peser le pour et le contre, de savoir est-ce qu'on n'est pas plus invasif à faire ça plutôt qu'à aller faire une poche de Loma Linda ou mettre une membrane pincée tout simplement, pour des résultats similaires.
bien et sûr. une morbidité inférieure. Et puis utiliser de l'os du patient au fauteuil, c'est une chirurgie qui se pratique beaucoup sous anesthésie locale. Donc, aller justifier un prélèvement osseux, sachant qu'on a quand même des moyens de sauvegarde autres que ça me semble un peu contraignant comme technique, mais pourquoi pas. Chevènement Luc, bienvenue Luc. Tu dis qu'il est possible de déchirer la membrane au moment du lambeau. Comment, comment alors que l'os la protège à ce moment-là? Salut Luc, merci pour le message, j'espère que tu vas bien. Euh, Écoute, moi ça m'est arrivé en post-kyste, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y avait un kyste intrasinusien qui avait grignoté la membrane, qui avait grignoté la corticale externe, en fait, si tu veux, de la paroi antérolatérale du sinus. Donc en fait, quand on a décollé, eh ben, on a plongé directement dedans. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller trop comme un bourrin, comme j'ai dit tout à l'heure. Exactement, sur le Mais cocktail. ça, normalement, tu le sais, hein, si tu as vu ton cone beam, tu sais que tu vas avoir une paroi osseuse très fine. Tout à fait. Donc théoriquement, ça n'aurait pas dû arriver. Et des Bon, fois, on se fait piéger. merci beaucoup Mehdi, une fois de plus. Voilà, pour pas trop Merci prendre à de vous. retard et essayer de garder de rester dans les clous au niveau du timing. Sans plus attendre, je laisse la parole à Franck. Super. Franck, je vais te laisser la parole pour que tu Ok. nous parles des complications sinusiennes et je pense des techniques chirurgicales un peu plus avancées pour, enfin, Ah, on a une question. qu'on voit surtout en seconde intention. Donc, je te laisse la place pour que tu partages ton écran. Donc déjà, je tiens à remercier évidemment l'Association de chirurgie orale du Sud-Est qui m'invite à parler lors de ce webinaire. Donc les webinaires ont inondé la toile Internet au moment du confinement. Et nous, on arrive un peu après. C'est vrai qu'il y a déjà eu pas mal de webinaires sinus, notamment avec celui de Eric Amselem. On a eu le docteur Valentini qui n'est plus à présenter sur le sujet. Donc il y a pas mal de pontes qui sont passées. Nous, on est les petits jeunes qui essayons de faire notre trou après. Mais on essaye, je pense, au vu de notre petite expérience, de vous montrer les petites astuces et notamment ce qu'on peut faire. Moi, je vais vous montrer la conférence qui était la conférence finale, qui est la conférence, en fait, la présentation des moments où ça beurre. Donc, j'ai 15 minutes pour vous présenter une stratégie thérapeutique au moment où on est face à un échec important. Vous allez voir des cas que l'on m'envoie dans le cadre de mon exercice, soit en libéral, soit dans mon exercice hospitalier, avec notamment des cas qu'on traite lors du diplôme universitaire de greffe osseuse aniste. Et pour la petite histoire, ce sont des cas qui sont en cours de litige, en cours de procédure avec leur praticien traitant. Et il y a cet aspect psychologique à gérer lors des premières consultations. Alors, tout d'abord, on va commencer par quelques chiffres. Il faut savoir que quasiment un implant sur deux posé au maxillaire postérieur est associé à une greffe de sinus, qu'elle soit par voie crestale ou par voie latérale. Donc, vous imaginez, il y a un implant sur deux qui n'est pas dans de l'os natif, on va dire. Deuxième élément qui me paraît important, c'est la prévalence des périimplantites. Donc ça, c'est quelque chose qui fait largement débat lors des congrès. Mais on estime, d'après l'étude de Derks en 2015, qu'il y aurait entre 15 et 30%, je sais que c'est une grosse fourchette, mais en gros, un implant sur trois au maximum qui aurait une périimplantite plus ou moins avancée à 11 ans, ce qui est assez énorme et ce qui évidemment pose la question de la maintenance implantaire une fois les implants posés. Mais ça, on peut faire un congrès entier sur cette thématique. Il y a une étude de Carcuac en 2020 que le docteur Valentini a rappelé lors de son webinaire qui est évidemment très intéressante parce qu'elle est récente, qui a montré que les périimplantites seraient plus sévères en site greffé qu'en non greffé. On ne parle pas de prévalence ou d'incidence, on parle vraiment de sévérité. Donc, les périimplantites seraient en fait plus aggravées, plus importantes, plus difficiles à gérer quand on est dans un site greffé. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. Mais ça semble assez logique finalement quand on est avec un biomatériau, de l'os non natif. C'est vrai qu'on a tendance à perdre cet os plus facilement que dans le cas inverse. Dernière statistique, après j'arrête de vous embêter avec les chiffres. Il y aurait donc d'après Baron en 2011 une survie implantaire moindre dans le sinus greffé que dans le sinus non greffé. Donc ça aussi, ça a été contredit par d'autres études, mais l'étude de Baron, elle est assez solide. Et
il montre aussi de manière assez logique que la greffe de sinus, c'est comme une greffe osseuse. On va apporter un substitut osseux et il faudra faire attention avec toute la maintenance implantaire, encore plus quand on est face à une greffe osseuse. Alors, tout ça, ça amène quoi? Évidemment, ces chiffres, ça rappelle l'importance majeure de la maintenance implantaire, donc encore plus quand on est face à un site greffé, qu'il soit maxillaire ou mandibulaire. Et évidemment, ça amène la réflexion sur la détection de la périimplantite. Les facteurs de risque sont nombreux pour la périimplantite, vous les connaissez, l'hygiène, le manque de tissu kératinisé, l'excès de ciment, la surocclusion, une maladie systémique, le tabac. Et quand la périimplantite est avancée, et ça va être le sujet de ma conférence, il arrive que parfois on soit obligé d'explanter. C'est la solution terminale, la solution finale, où on n'a pas d'autre choix que de retirer l'implant. Et ça fait souvent peur quand je discute avec des dentistes, c'est mais je vais retirer un implant, je vais retirer toute la greffe, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va se revasculariser? C'est quelque chose qui finalement fait peur et vous allez voir, en effet, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Vous allez voir, on va donc évoquer pendant cette présentation tous ces cas de périimplantite très avancés ou d'échec de greffe. Vous voyez par exemple sur le cas en haut à gauche, où c'est un cas de périimplantite avancée dans un contexte de biphosphonate par voie orale. On va reprendre le cas step by step après. Pour le cas du milieu, par une greffe de sinus qui n'a pas fonctionné. Idem pour ce cas-là, où vous voyez le sinus qui a été fait de manière bilatérale. Sur le sinus gauche, il n'y a aucun problème. Sur le sinus droit, la greffe a complètement disparu. C'est un patient tabagique. Et sur ce cas-là, on va également reprendre ensuite, c'est des cas assez complexes avec des patients souvent traumatisés de leur ancienne chirurgie, des patients qui présentent des symptômes importants, avec une architecture modifiée, osseuse et muqueuse. Et on le sait pertinemment quand on se retrouve avec ce cas ici, ou alors ce cas ici, notamment avec des implants mobiles, on sait que retirer l'implant va impliquer des dégâts supplémentaires, comme le passage d'air. Et la question, c'est quelle approche? Parce qu'il n'y a pas vraiment de protocole bien mené dans la littérature. Donc, j'ai tenté finalement de réaliser un petit protocole avec évidemment certaines pas publiées et tout ça, mais ça permet finalement de reposer les choses et je le fais de façon assez logique. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Évidemment, la première étape, quand on est face à un patient qui a un échec de greffe avec des symptômes et un tissu infecté, la première étape sera l'arrêt du processus infectieux. C'est assez simple. Il faudra assainir, c'est-à-dire retirer le biomatériau infecté, voire explanter en fonction des cas. Pour retirer l'implant, vous avez plusieurs façons, dont l'étude de Kalanovic en 2016 est assez intéressante, qui vous permet de voir en fait quelle est la manière la plus atraumatique possible, on va dire. Et on le sait, le fait de retirer l'implant est un geste qui sera iatrogène. Vous voyez par exemple sur ce cas, c'est un cas classique de passage d'implant dans le sinus au moment de la mise en place des vis de cicatrisation. Le praticien laisse traîner 2-3 mois avant de m'envoyer le cas. Le patient commence à présenter une sinusite et du coup, évidemment, le trou au niveau alvéolaire s'est refermé et je suis obligé de réouvrir une partie. Bref, on est dans la chirurgie de rattrapage. C'est des chirurgies où on sait que le patient il peut être pire après qu'avant. Et donc, on sait qu'on va créer une communication sinusienne dans le cadre de ces explantations sinusiennes. On peut également retirer dans certains cas l'implant par voie endonasale. Ça, c'est une vidéo du service d'ORL dans lequel je suis mi-temps. Vous voyez, donc on peut retirer des implants par voie endonasale. Ça, c'est dans les cas où il y a un geste ORL à réaliser simultanément, où l'ORL va aller drainer le sinus, réaliser une hématotomie et en même temps retirer cet implant qui là a été un implant céramique. Je n'ai rien contre les implants céramiques. Une fois le sinus, une fois la zone assainie, on va dire au niveau endobuccal pour ce qui est de la chirurgie orale, l'étape 2 est une étape intermédiaire indispensable où le praticien doit se poser et avoir, on va dire, médical et se poser des questions. Est-ce que mon patient a toujours des signes fonctionnels? Est-ce qu'il a toujours des signes fonctionnels sinusiens, comme une cacosmie, ça veut dire une sensation de mauvaise odeur? Est-ce qu'il présente une rhinorrhée postérieure, c'est-à-dire est-ce qu'il a du liquide qui coule en arrière-gorge? Un mouchage qui peut des fois prendre des couleurs étranges?
Une douleur à la palpation, ça vous connaissez, c'est un des signes pathognomoniques de la sinusite maxillaire. Et enfin, un dernier élément qui est indispensable, c'est le TDM, le scanner des sinus médical. Je sais que bon nombre d'entre vous, je sais pas qui a mis le micro. Je sais que bon nombre d'entre vous ont des condymes au cabinet. Si c'est des condymes grand champ, ils peuvent réaliser des condymes au niveau du méa moyen. Et je sais un petit peu par expérience que la plupart des dentistes s'arrêtent trop bas et je n'arrive souvent pas à avoir le méa moyen sur les scanners que l'on m'envoie. Et donc, toutes ces questions, ça permet en fait de poser le statut rhino-sinusien. C'est-à-dire, est-ce que malgré l'explantation, mon patient a-t-il toujours des symptômes? Est-ce qu'une communication bucco-sinusienne s'est formée? Est-ce que la communication, déjà, si elle était présente, est-ce qu'elle se formait toute seule? Est-ce que je dois fermer la fistule par un lambeau? Est-ce qu'un geste ORL endonasal est nécessaire? Et tout ça, c'est des questions qu'il faut… au début, je pense que vous pouvez réfléchir seul et ensuite prendre l'aide d'un ORL, bien sûr, pour avoir son avis médical. Et le statut rhino-sinusien nous permet de savoir si la communication bucco-sinusienne est active, parce qu'il peut y avoir une communication osseuse et pas muqueuse, et est-ce qu'elle est associée ou non à une sinusite. Et là, vous savez si votre geste, si vous allez vous tout seul pouvoir résoudre le problème ou si vous devez faire appel à un ORL. L'étape 3, ça va être de fermer la communication bucco-sinusienne, c'est-à-dire reconstruire le plan muqueux. Plusieurs techniques existent, l'embout vestibulaire, l'embout palatin, la greffe osseuse autogène. Et la technique de choix, d'après la littérature, il y a une revue qui est très intéressante de Singh de 2010, c'est le lambeau de transposition du corps adipeux, la fameuse boule de Bichat, car elle présente des meilleurs taux de succès. D'un point de vue pratique, pourquoi la boule de Bichat est toujours privilégiée quand on veut rattraper des échecs post-explantation? C'est parce que c'est une technique qui fonctionne. Les suites opératoires sont simples. Il n'y a pas de matériaux exogènes. Il ne faut pas oublier que c'est des patients qui sont souvent, entre guillemets, dégoûtés des greffes osseuses, qui ne veulent pas repartir sur une série de greffes. Et c'est une structure anatomique qui est présente juste à côté de votre site d'explantation. Donc, vraiment, c'est d'un accès assez facile. Les critères décisionnels, on va passer vite, c'est la taille. Souvent, on a des perforations, des communications supérieures à 5 mm. Le timing de prise en charge, souvent, moi, le patient qu'on m'envoie, il a déjà eu une tentative de lambeau vestibulaire. Donc, retenter un lambeau vestibulaire me paraît cavalier. Et encore une fois, proposer à ces patients traumatisés sur le plan anatomique et psychologique des greffes osseuses autogènes, pour ma part, je pense que c'est un petit peu poussé pour une première réintervention chez ces patients qui sont souvent peu motivés pour une reprise chirurgicale. Et enfin, le lambeau vestibulaire. Pour la profondeur de vestibule, vous savez que ça aggrave quand le manque de tissu kératinisé, donc il n'est pas question, quand il en manque déjà, d'aggraver encore plus le cas. Il faut penser aux futurs implants. Le lambeau de transposition du corps adipeux jugal, juste pour discuter un petit peu l'anatomie, on reverra sur les vidéos chirurgicales, c'est une cysarcose. C'est-à-dire que c'est un espace de glissement entre les muscles masticateurs. C'est une boule de graisse qui est située entre des muscles. La boule de Bichat se situe dans la loge manducatrice. On l'identifie en fonction des hauteurs entre 4 et 6 lobes. Si Charles Savoldelli m'écoute, il va dire qu'il y a 6 lobes, mais j'ai trouvé des hauteurs où il y a 4 lobes. La vascularisation est multiple et c'est ça qui la rend intéressante en reconstruction pré-implantaire. Elle est assurée par l'artère carotide externe et ses branches, l'artère faciale, l'artère maxillaire, l'artère temporale superficielle. Et en profondeur, elle est surtout vascularisée par l'artère buccale. Les indications sont variées, vous le savez. Donc pour les chirurgiens maxillofaciaux qui sont présents, c'est quelque chose qui est utilisé en reconstruction tumorale, en traumatologie, en chirurgie esthétique, en chirurgie d'articulation temporomandibulaire. Disons qu'on n'est pas les premiers à l'utiliser, ça fait longtemps qu'elle existe et c'est quelque chose qui fonctionne bien. La boule de Bichat est un lambeau graisseux mais qui se transforme en épithélium par un phénomène de métaplasie. Ça veut dire qu'on a une véritable, si vous voulez un petit peu de manière triviale, une transformation de cette boule de Bichat. La graisse, quand elle est exposée à l'air libre, peut se transformer en tissu épithélial. Donc pour reprendre, c'est maintenant que le vif du sujet, on a fait l'étape 1 qui est finalement on a enlevé l'étiologie infectieuse. Le patient va mieux, sur le mucosinusien est refermé et le sinus maxillaire est sain s'il n'était pas. Et c'est là où je me suis retrouvé souvent à ce moment-là avec finalement une bifurcation, un arbre décisionnel. Est-ce que mon patient, une fois qu'on a finalement
rattrapé et on est retrouvé au niveau des implants. Si la réponse est cas-là, merci, au revoir. Donc, on peut suivre le patient, on peut renvoyer le patient chez son chirurgien dentiste pour un suivi classique. Et quand la question est oui, il y a pas mal de patients finalement, quand on leur a fait miroiter qu'il allait avoir une réhabilitation implantaire, une réhabilitation prothétique fixe, ben finalement ils veulent quand même y aller. Donc la question se posait, est-ce que je fais une nouvelle greffe osseuse dans un contexte vraiment particulier où il me manque, comme vous voyez sur ce cas-là, une grosse partie de l'anatomie osseuse, ou est-ce que je propose des implants zygomatiques qui peut être l'alternative? L'implant zygomatique, dans ma pratique, dans ma pratique, et je suis sûrement, à mon avis, on peut me contredire, mais je pense que c'est plutôt adapté pour les cas d'édentés totaux. D'abord, d'un point de vue prothétique, c'est plus simple à gérer. Et en plus, pour moi, avoir un pontique de bridge qui repose sur une muqueuse comme ça, qui est complètement avec le sinus maxillaire qui affleure en dessous, quand c'est des grosses quantités, voilà, ça peut faire débat et ça peut être des cas difficiles à gérer. Je suis ouvert, bien évidemment, à la discussion. Quelles sont les conditions d'une nouvelle greffe? Donc, quand le patient est OK pour une nouvelle greffe, quelle est la condition? Finalement, je m'étais fait une petite fiche en me disant, OK, le patient veut une nouvelle greffe, quels sont les prérequis? Donc déjà, il faut que le patient soit asymptomatique. Ça paraît évident, mais il n'est pas question de reproposer une greffe osseuse à un patient qui a toujours mal. Il faut que ce que je propose au patient soit à faible morbidité. Je ne dis pas que je dis au patient que ça va marcher forcément, mais qu'au moins on se repose sur des principes biologiques fiables. Et notamment, pour moi, proposer à ce type de patient des greffes osseuses autogènes, donc encore une fois un autre site de prélèvement, des suites opératoires un peu plus lourdes, etc. Pour moi, ça me paraît incohérent du fait qu'on est déjà dans la chirurgie de rattrapage et je veux aller au plus simple. Il faut que le site soit vascularisé. Et on l'a vu, là, plein de vascularisation qui peut être quelque chose de très bon pour ma greffe. Et enfin, il faut un biomatériau dense. Et ça, je vais vous expliquer ensuite la technique du sticky bone. Et c'est pour ça que la technique est venue ensuite du fat pat lift en anglais pour la boule de Bichat lift. C'est à l'inverse du sinus lift qui peut être associé à une régénération osseuse guidée en sausage technique, comme le décrit par exemple Itzvan Urban. C'est voilà, un petit peu le pompe de la greffe osseuse, on va dire de la ROG pincée. Et j'ai associé ces deux techniques pour reconstruire des situations anatomiques qui n'étaient pas gagnées d'avance. Petit aparté avant de commencer le cas clinique. Est-ce que d'un point de vue, on va dire, scientifique, si je puis dire, est-ce que avoir de la graisse comme site receveur d'une greffe, c'est cohérent? Quand on regarde la littérature, finalement, oui. Srouji, qui est un auteur qui a beaucoup publié sur les greffes de sinus, l'a montré que le tissu adipeux peut être utilisé en comblement sinusien. Pénarochat, en 2015, dans Triple O, montre que la boule de Bichat peut être utilisée en membrane de régénération osseuse guidée sur un plan. Donc, ça peut être en dessous d'une greffe, ça peut être sur une greffe. Et Fala confirme un petit peu tout ça en utilisant ensuite correctement. Donc, quand on voit cette littérature, et elle est encore plus abondante, finalement, ça paraît logique. Et en plus, on rajoute cette fameuse vascularisation. Donc, moi, je me suis dit, oui, ça peut marcher. Voici le cas clinique. Donc, c'est un cas dont on a parlé tout à l'heure. Pour la petite histoire, donc c'est un cas d'échec implantaire, vous le voyez, après sinus lift. Le praticien a tenté 2 fois de réimplanter dans la zone sans succès, dans un os visiblement mal intégré. Et vous voyez, donc ce n'est pas évidemment le correspondant qui a placé l'implant comme ça, mais l'implant s'est mis à bouger ensuite parce qu'il n'était pas intégré dans une greffe qu'il n'avait pas prise. Voici le scanner où vous voyez qu'on a un sinus qui est sain, par contre ici, avec complètement une radio-clarté qui est parfaite. Pour la petite histoire, c'est un patient qui était en cours de litige. Comme je vous ai expliqué, c'est souvent des patients qui ne sont pas contents et qui peuvent aller des fois jusqu'à la procédure. Donc le patient, quand je le reçois à la première consultation, il m'explique qu'il a une gêne chronique, et évidemment, qu'il a un passage de liquide quand il boit de l'eau. Il a une rhinolalie, ça veut dire qu'il parle du nez. Mais il n'a pas de signe sinusien. Et ça, c'est important dans le diagnostic, c'est qu'il n'a pas d'obstruction nasale, il n'a pas le nez bouché, pas d'écoulement purulent. Et on l'a vu sur le scan, donc là, c'est un scanner un peu plus large, le méa moyen est libre. Donc, on est face à une communication bucco-sinusienne simple, d'origine iatrogène, car c'est le dentiste qui a créé cette communication, sans sinusite associée. Donc, je reprends mon raisonnement et je fais les étapes une à une. L'étape 1 et l'étape 2, c'est donc l'explantation. Je retire les implants qui ne sont pas intégrés.
je ferme la communication bucco-synusienne par un lambeau de boule de Bichat. Donc là, vous voyez, l'implant a été retiré. On retire la greffe vraiment de manière précautionneuse. Je passe du temps à le faire et je n'hésite pas à retirer tout ce qui me semble, si je puis dire, un peu marque. Une fois que la greffe est retirée, que le défect osseux est important, on a perdu la muqueuse sinusienne, on n'a plus rien. Vous voyez des petits résidus au fond. Et on retire bien toute la greffe qui est inflammatoire. Là, maintenant, je fais mon lambeau de boule de Bichat. J'incise le périoste en latéral de la tubérosité, comme le montre le schéma. Et vous voyez, avec une pince, donc là, c'est une pince à hémostase, une pince de Kelly, vous voyez que la boule de Bichat vient toute seule. Je n'ai pas forcément besoin de tirer dessus. C'est avec mon écarteur, en soulevant un petit peu, elle sort. Et d'ailleurs, je sais que pour les chirurgiens maxillofaciaux, c'est souvent Donc ça bug là. c'est souvent embêtant pendant des chirurgies, par exemple orthognatiques. Allô? Ouais, ça bug. Ça bug fort, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou la tienne. J'attends de voir les réactions un peu de tout le monde. Je ne sais pas si… Oui, oui, ça bug. Ok, répondez pas. Ok, super. Super, ils sont hyper réactifs. Bah écoute, voilà, mais la vidéo, on la suit tant qu'on peut. Essaye de peut-être ralentir un peu ta diction, comme ça tout le monde quand même te suit pas à pas. Est-ce que la vidéo, vous voyez? Ben, moi, ça saccade pas mal, hein. Alors, attends. On est mieux déconfiné quand même, hein. Pareil, c'est pas ouf la vidéo. Il y a des distorsions, de la reverb. C'est du rock and roll, ouais. Romain, tu veux que j'arrête de partager? Je repartage? Non, écoute, ça, on va pas faire. Non, je pense que tu peux. La vidéo est pas fluide, mais on comprend on comprend ce qui se passe. On te demande si tu fais un point de fixation osseux pour ta boule de Bichat ou muqueux. Alors, je fais un. Après, c'est la technique qu'on m'a appris pendant mon internat en chirurgie orale, mais je fais un point de fixation uniquement muqueux, qui est en fait des points. Vous voyez des points qui sont amarrés, des points U, des points de matelassier, si vous voulez, horizontaux, en passant dans la boule de Bichat et en les amarrant au plan palatin. Voilà, au plan palatin, et j'en fais un autre au niveau de la paroi, au niveau de la boule de Bichat en mésial, qui permet de en fait placer vraiment tout le long de la communication bucco-sinusienne. Et c'est comme ça qu'on reconstruit véritablement un plan muqueux en dessous de mon lambeau vestibulaire. Est-ce qu'on m'entend bien là? On t'entend, mais la vidéo, ça saccade. Donc, vas-y, on te suit de toute façon à l'oral et puis on voit ce qu'on peut sur la vidéo. Okay. Donc là, voilà, donc le lambeau est passé par-dessus. Donc évidemment, quand vous avez fini, aucune importance si les lambeaux, si les lobules graisseux, dépassent. On aurait pu proposer dans ce cas-là un lambeau vestibulaire ou palatin, mais vu l'état du patient, comme je vous ai dit, on ne peut pas se permettre de rater. Donc on va avancer un petit peu. Donc Romain, est-ce qu'on voit bien là les photos? Oui, c'est bon. Ouais, là, les photos, c'est bien. En fait, tu n'as pas assez de débit pour les vidéos, mais les photos, on te suit bien pour le. Okay. Bon, bah, Sur un peu, il y a une deuxième vidéo, j'irai un ouais. peu plus vite. Les lobules graisseux sont apparents, vous le voyez, mais ce n'est pas quelque chose qui est un problème. Ça va transformer, comme vous le voyez très rapidement, c'est une photo à 2 mois, en muqueuse épithélialisée. La plupart des dentistes, je me bats pour ça, veulent retirer les points au plus vite. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces points, mais dès que vous voyez un de mes patients en post-op, vous voulez retirer les points. Non, il ne faut pas enlever les points rapidement sur une boule de Bichat. On n'est pas comme une greffe classique, on n'enlève pas les points en une semaine. Vous voyez au niveau des tissus kératinisés, on a une légère perte, on le voit ici, mais qui finalement, au vu de la situation, n'est pas dramatique. Et on est à 2 mois du coup après l'intervention, la communication bucco-sinusienne est fermée et les symptômes chez ce patient sont stoppés. Donc finalement, c'est là où j'ai pu proposer le fameux Bichat lift, c'est-à-dire que j'ai réalisé un lambeau d'épaisseur partielle pour soulever un boule de Bichat et greffer à l'intérieur. Donc là, évidemment, la vidéo va être floue, c'est ça qui est énervant. Exactement au même endroit, en anticipant la future greffe, sachant qu'une sausage technique, il y a des pins, donc quand on incise et quand on décolle, on pense à la future place des pins. Évidemment, si ça m'est arrivé évidemment des fois de inciser trop petit bras et de ne pas avoir la place de placer mes pins, c'est très énervant. On dissèque en épaisseur partielle sur la crête
et en pleine épaisseur sur les décharges. Vous voyez qu'à l'incision, le saignement est important. Et c'est ça qui est assez marquant, c'est qu'on sait qu'on va utiliser comme lit receveur une superficie qui saigne. Et donc, par définition, on reprend les bases de la greffe osseuse. C'est comme si vous faisiez des petites ostéoplasties sur votre site receveur. C'est un lambeau qui est prêt à accueillir une greffe sans problème. Donc là, vous voyez, je dissèque en épaisseur partielle. Une fois que tous les contours de la communication glucosinusienne sont disséqués, je peux inciser et vous voyez, je libère la boule de Bichat. On le voit là. Je vais refouler ensuite avec une curette à sinus le lambeau dans le sinus. Vous voyez que la boule de Bichat, elle est très épaisse et je suis souvent amené à la désépaissir pour avoir en fait, et je recrée, si vous voulez, avec une boule de graisse, une membrane sinusienne ad intégrum, si je puis dire. Elle est même plus épaisse que sur une membrane sinusienne classique. Donc voilà, sur les photos, je pense que vous verrez mieux malheureusement. La dissection en épaisseur partielle où on a laissé du coup du périoste. Vous voyez ici même le pédicule de la boule de Bichat, l'ancien pédicule qui est visible, qu'on a évidemment dû couper à cet endroit-là. Et la boule de Bichat qui est refoulée dans le sinus. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est épais, qui saigne. Et ça, c'est agréable à manipuler, et notamment pour placer de l'os dessus. Ensuite, une fois que ma boule de Bichat, donc j'ai fait comme pour un sinus lift, vous voyez, on a pu placer le stéquibone de notre ami génique à 70% et os autogène à 30%. Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas comme Urban de l'os d'origine porcine, par exemple? Parce que, comme vous le savez, l'os allogénique est rempli de collagène. Et dans des cas particulièrement complexes comme celui-là, il faut que la pénétration des antibiotiques soit maximale. Et on sait que plus il y a de collagène, plus les antibiotiques pénètrent. Donc, moi, je pense que c'est plus safe d'utiliser de l'os allogénique dans ce cas. Pourquoi le PRF? Le PRF, d'abord d'un point de vue mécanique, vous le voyez sur les petites vidéos, le PRF me permet d'avoir ce stéquibone et d'avoir finalement un greffon qui est complètement dense. Et c'est beaucoup plus simple à manipuler que de basculer grain par grain. Après l'intérêt mécanique, il y a l'intérêt biologique. Et on le sait, une fois que Joseph l'a montré dans plein d'articles, les facteurs libérés par le PRF sont importants, notamment les BMP2, les VEGF, les TGF-bêta. Et c'est des facteurs qui aident à avoir une prise de greffe. Je ne dis pas que c'est de la potion magique, mais on obtient des résultats cohérents d'un point de vue biologique. Vous le voyez, la membrane ici est positionnée. C'est une membrane armée en PTFE sur ce cas-là, que j'ai ensuite pincé. Vous voyez les pins, donc un au niveau, on va dire, du cintre maxillo-malaire, un au niveau mésial. J'en ai placé un au niveau palatin en distal et un au niveau palatin au niveau mésial. Évidemment, le pins le plus dur à placer, c'est celui-là. Les pins sont des petites vis qui sont cloutées, en fait, des petits clous qui sont impactés, qui sont souvent difficiles à placer dans les angles comme ça. Souvent, vous voyez dans les conférences des jolies photos. Et pour la petite histoire, j'ai cassé bien 5-6 pins avant de mettre celui-là. Sur la fermeture, vous voyez qu'on arrive à avoir une fermeture qui est correcte avec des matelassiers. On a un tissu évidemment qui est traumatisé, mais on va le corriger par la suite. Et donc, pour la petite histoire, donc ça, vous avez le scanner préopératoire et à 5 mois, cette technique me permet d'obtenir un gain osseux qui est assez intéressant, notamment pour reprendre du cadre dans lequel on part. Et on a une stabilité, une densité osseuse qui est importante. Et là, le cadre devait être implanté en avril, évidemment, il n'a pas pu. Et on a complètement reconstruit l'anatomie sinusienne chez ce patient. Dernier cas clinique, donc c'est un cas qui est plus difficile à gérer du fait que c'est une patiente qui était sous traitement par biphosphonate par voie orale. Vous le savez, en implantologie, le biphosphonate par voie orale, ça fait débat. Par voie intraveineuse, ça fait plus débat, mais en implantologie, voilà. Sur ce cas-là, la patiente présente une périimplantite sévère, comme le montrent les photos du scanner. La patiente le scanner montre une ostéolyse importante. Les implants sont bien entendu mobiles. La patiente a une douleur chronique et personne ne veut toucher. La patiente m'explique présenter des rhinorrhées. Ça veut dire qu'elle a
du liquide qui coule en arrière-gorge, elle a des mouchages qui ne sont pas normaux. Du coup, vous voyez l'importance du scanner des sinus dans ce cas-là, où on voit qu'on a un meilleur moyen qui est obstrué. Donc, dans ce cas, comme on l'a dit, si on regarde l'étape 2 d'emblée, si on fait l'étape 1 seul, si on fait juste l'explantation, on peut penser que la sinusite va s'autonomiser, ce qu'on appelle d'un point de vue d'un niveau jargon ORL, et elle va s'autonomiser, et le fait d'explanter ne suffira pas. Comme c'était un cas sur l'anesthésie générale, on a profité de l'anesthésie générale pour non seulement retirer les implants, retirer la greffe, et en même temps réaliser la méatotomie moyenne, qui permet de drainer cette sinusite maxillaire gauche. Vous le voyez même ici, la paroi intersinusonasale est même lisée. C'est pour vous montrer l'importance de cette perte osseuse et avec cette communication glucosinusienne causée par une périimplantite majeure. Donc, comme je vous l'ai dit, l'explantation a été l'étape numéro 1, combinée avec une fermeture de la communication glucosinusienne et une chirurgie endonasale par le chef de service de l'Institut de la facette du cou, le professeur Laurent Castillo. Et 3 mois après, on a une situation anatomique qui est complètement différente. On a en effet une perte osseuse assez sévère ici, avec la boule de Bichat qu'on voit en transparence, et on a un sinus qui est complètement sain. Vous voyez là, on peut continuer les interventions, et si on veut proposer une suite à cette patiente, on peut dans de bonnes conditions. On sait qu'on a au moins assaini la zone. Donc j'ai proposé le même protocole, Bichat lift, cette fois-ci avec une régénération osseuse guidée avec membrane résorbable. Pourquoi membrane résorbable? Pour une raison simple, c'est que c'était un cas, donc, comme je vous l'ai dit, de biphosphonate par voie orale. Vous le savez, les membranes résorbables sont moins à risque d'exposition que les membranes non résorbables. Et je ne voulais pas prendre de risque. On peut dire que j'ai joué petit bras, c'est vrai, mais je ne voulais pas prendre de risque supplémentaires et je voulais être sûr que ça ferme, ou du moins, si jamais il y avait une exposition, je voulais être sûr qu'il y a une chance que ça se ferme. Et aussi, c'est plus facile à manipuler. Voici les photos de la chirurgie. Donc, vous voyez ici la dissection de l'épaisseur partielle, la boule de Bichat qu'on voit apparaître, le Bichat lift, où vous voyez ici qu'on peut refouler la boule de Bichat dans le sinus, la membrane de collagène de chez Geslich qui est pincée en palatin, pincée en mésial et qui ensuite va recouvrir la greffe, le stéquibone, la greffe qui est positionnée, les pins, donc là j'en ai mis un petit peu plus, qui me permettent de stabiliser et d'avoir un greffon complètement immobile. Donc ça, c'est le cas initial avec cette ostéolyse importante, ce sinus qui était malade, le cas intermédiaire. Et vous voyez, 4 mois après, la reconstruction du plancher sinusien qui est quasi complète. On peut dire qu'il n'y a plus de communication glucosinusienne, mais en effet, il reste un défaut vertical qui reste à corriger. Et du coup, je m'en suis un peu de membrane armée ou même, par exemple, une vis d'ostéosynthèse que j'aurais pu planter quelque part pour avoir un piqué tense, pour me permettre d'avoir un gain vertical. Mais bon, c'est possible de poser les implants et de combler en fait le jour même par une ROG classique. Voilà. Et puis, comme je vous ai dit, compte tenu de la fragilité de cette patiente, disons que je n'ai pas voulu prendre trop de temps. Donc, en conclusion, vous l'avez compris, l'objectif principal quand on est face à un patient qui a eu des soignants, il faut assainir, proposer à son patient de la demande du patient sur la suite de la prise en charge. Voulez-vous ou non des nouveaux implants? Et ensuite, on peut discuter en expliquant les balances bénéfices-risques de chaque alternative. Et enfin, quand on a le feu vert, il faut, à mon sens, limiter la morbidité si on réintervient. Il faut utiliser des robots locaux, des protocoles, on va dire, biologiques et assez cohérents. Merci pour votre attention. Je reste bien sûr à disposition si vous souhaitez si vous avez des questions. Alors Franck, il y avait pas mal de questions. Merci beaucoup d'ailleurs. Bon, c'est dommage pour les vidéos. Tu avais fait l'effort de mettre des belles vidéos où c'est quand même, ça reste des chirurgies qui sont, qui sont en marge, mais bien évidemment qui sont à connaître pour sortir de certaines impasses. Alors, tout d'abord, Monsieur Valentini qui te demande si on a des complications liées à une allergie à la pénicilline. Donc, merci Pascal pour la question. Je sais que c'est une question piège
et ça fait débat même dans le service d'ORL. Donc, si on écoute, donc oui, est-ce que j'ai des complications liées aux allergiques à l'amoxicilline? Oui, et je pense qu'on était plusieurs à s'en apercevoir, notamment quand on a fait les recos 2019. C'est vraiment quelque chose, moi, si je regarde tous mes échecs de sinus lift, si je fais une série, ben, ils sont tous allergiques à la pénicilline ou ont un déficit en vitamine D. Et ça, je rejoins un petit peu tous les sujets d'actualité. Et donc, du coup, à un moment, je prescrivais beaucoup de pyostacine, que c'était conseillé par la SFORL. Mais depuis peu, j'utilise ce que tu préconises. J'ai vu qu'il y a eu pas mal d'articles dessus, qui est l'association azithromycine flagyl, sans vouloir faire référence au professeur Raoult. Et en effet, je vois qu'il y a une meilleure tolérance. Mais je ne sais pas, toi, si tu as vraiment des preuves au niveau de ta pratique, au niveau de vos séries au DU de Corté, sur vraiment des risques de complications supplémentaires. Mais moi, je m'en suis aperçu en tout cas au niveau de ma pratique. Est-ce que Pascal veut... Ouais, je vais essayer de lui donner la parole à Pascal s'il nous entend. Comme ça, il va pouvoir t'apporter peut-être un élément de réponse. A priori, Pascal, si tu actives ton micro, tu peux nous parler. Oui, bonjour et merci de me donner la parole. Je suis très honoré. Salut Pascal. Salut. Bonjour Franck, bravo pour cette superbe présentation. Mais écoute, pour l'histoire comme substitutif pour la pénicilline, on l'a longtemps utilisé la clindamycine, mais on s'est aperçu après l'application de fouette courrique que ce n'était pas une bonne idée. On avait beaucoup de surinfection avec la clindamycine associée au métronidazole. Donc là, nous maintenant, comme tu l'as dit, tu l'as signalé tout à l'heure, nous utilisons de l'azithromycine en association avec du métronidazole, parce qu'on a eu une conférence de consensus avec Testori, voilà, ces compagnies il y a quelques années, et c'est la conclusion qu'on en a tirée. Mais enfin bon, il n'y a pas de preuve absolue là-dessous. Mais Hein. ça, vous avez Il faut encore eu savoir les une chose, résultats. c'est que si on fait des tests d'allergie à la pénicilline, comme ça a été démontré dans la littérature, en gros, il y a à peu près 10% des patients qui se prétendent allergiques à la pénicilline, mais en fait, si on leur fait des tests, 90% d'entre eux ne le sont pas. Donc, ce qui réduit quand même considérablement le nombre de vrais allergiques. Hein. Oui, Voilà. Donc, c'est à peu près ce qu'on pense aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de panacée. Hein. C'est à discuter avec le médecin c'est vrai traitant. que c'est assez. Donc je vais répondre, je vais regarder les questions un petit peu. Donc merci Paul pour tes compliments. Dans quel cas adresser pour nasofibro? Alors ça aussi, c'est quelque chose qui fait largement débat. Mais moi, je pense que dès que tu as un doute, il faut adresser. Parce que les conséquences sont trop importantes si jamais tu passes à côté et on peut te le reprocher. Il vaut mieux se couvrir en amont quand on est dentiste. Dès que tu as un doute, il faut l'adresser et avoir un courrier de ton collègue ORL qui te valide ton indication de ces recommandations, c'est qu'avec avec un accord fort, donc il va être recommandé de rechercher par l'interrogatoire une pathologie nasosinusienne, qu'elle soit aiguë ou chronique. Ça, c'est systématique. Donc une rhinosinusiite, vous le savez tous, c'est défini comme une inflammation des cavités nasales et sinusiennes. Et elle est caractérisée par une association de symptômes, donc 2 ou plusieurs symptômes de rhinorrhée, la pesanteur faciale ou l'hyposmie. Et ces symptômes cliniques doivent être accompagnés de signes endoscopiques, donc que ce soit des polypes, du bilan d'imagerie cette fois. Donc, à l'instar des recommandations de l'HAS, il va être recommandé d'utiliser la dose d'irradiation la plus faible. Donc, pour nos pratiques, le panoramique dentaire, il va être indispensable pour l'évaluation globale de l'état bucco-dentaire du patient pour rechercher les pathologies dentaires ou parodontales. En gros, on va faire avec le panoramique dentaire un bilan général de l'état dentaire, mais toutes les publications suscitées nous disent que ce n'est pas suffisant pour évaluer précisément la qualité et l'épaisseur de l'os. Donc, après, dans toutes ces études, ça montre que la dosimétrie du cone beam est en gros moindre que celle de l'examen scanographique, même en scanner low dose, à équivalent de qualité d'image, vont nous montrer que on doit s'orienter, en tout cas pour notre pratique, vers un cone beam plutôt champ large. L'idée, je ne sais pas si ça va passer. Ouais.
Donc l'idée de retrouver, là on voit sur ces vidéos, c'est de retrouver un cone beam de ce type, donc en vue axiale, là où on va retrouver donc, les éléments ventilatoires, l'exploration d'éventuelles pathologies sinusiennes, l'exploration du septa, le volume des cornets et tous les obstacles anatomiques, notamment sur la voie d'abord antérolatérale, voire l'artère alvéolo-ventrale, son calibre et sa situation vis-à-vis de la crête alvéolaire. En coupe axiale, on doit retrouver ces mêmes éléments, donc avec les septa, les éventuelles dents incluses pathologies sinusiennes, les éléments qui doivent nous orienter vers des rhinosinusites chroniques, des épaississements du mur postérieur ou des hyperplasies muqueuses. Voilà, c'est ce genre d'éléments qu'on doit avoir. Le troisième point de recommandation, il va nous montrer que le panoramique dentaire, il est très examinateur dépendant et globalement, il n'est pas assez fiable pour la détection de pathologies nasosinusiennes ou ne serait-ce que pour renseigner sur l'anatomie, donc que ce soit les septa, la proximité antrale des apex des molaires maxillaires ou la recherche d'anomalies muqueuses de ce sinus maxillaire. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a un niveau hydroaérique, donc il n'y a pas tout le monde qui l'a vu, mais en revanche, sur une coupe coronale, vous allez voir qu'il y a un réel niveau hydroaérique sur le sinus maxillaire gauche. Donc, de cette recommandation va découler le fait que d'utiliser une imagerie 3D est indispensable de implanter un maxillaire, parce que là, je pense que je ne vous apprends rien. Donc, sur ce scanner, il va convenir de rechercher des cloisons intrasinusiennes, ou des septa, qui sont présentes dans 33 à 58% des cas selon les publications. Donc, vous le savez, Mehdi l'a montré, ça va rendre plus délicat et ça va majorer le risque de perforation iatrogène. Et Romain nous fera un petit topo là-dessus aussi. Donc la présence d'une volumineuse artère antrale sur le trajet de cette voie d'abord antérolatérale doit être aussi recherchée et d'autres éléments. Ce que nous montrent aussi les études qu'il y a en dessous, c'est que la morphologie de ces épaississements muqueux intrasinusiens, la plupart du temps, ils sont plans, donc dans la moitié des cas. Plus rarement, ils sont nodulaires dans un tiers des cas et irréguliers. Et la plupart du temps, il n'y a pas de corrélation radioclinique entre ces épaississements muqueux. Là, vous voyez par exemple sur ce panoramique dentaire un probable épaississement muqueux du sinus maxillaire gauche qu'on retrouve sur ces coupes sagittales. Ou bien sûr, en voyant ce panoramique comme ça, c'est difficile d'imaginer cette hyperplasie muqueuse, donc l'imagerie 3D sera largement supérieure. Donc, après, ça nous mène à la cinquième recommandation qui nous dit que certaines opacités peuvent s'intégrer dans un contexte pathologique. Donc, c'est le cas des balles fongiques, aspergillomes, ce que vous voulez, qui représentent à peu près 15% des chirurgies nasales endoscopiques. Donc, ces balles fongiques peuvent être asymptomatiques. Donc, l'interrogatoire ne va pas être informatif. Un tiers de ces balles fongiques, elles peuvent être découvertes de manière fortuite sur un examen d'imagerie, que ce soit un scanner nasosinusien ou un cone beam, qui va être prescrit pour une autre raison. La plupart du temps, les balles fongiques, c'est une opacification unilatérale d'une ou plusieurs cavités nasosinusiennes. Et ces opacités muqueuses peuvent être bilatérales dans la moitié des cas. Donc imaginez que vous recevez un patient pour une éventuelle chirurgie préimplantaire. Si vous faites un cone beam moyen champ ou petit champ, tel que vous voyez ici, en coupe coronale, si vous élargissez et que vous faites un grand champ, vous retrouvez une balle fongique qui est proche du méa moyen et donc du coup qui sera facilement accessible par une chirurgie endoscopique et qui reste une contre-indication temporaire sur une chirurgie de sinus lift droit. Cette balle fongique, elle peut être responsable d'opacité dans d'autres cavités sinusiennes, comme une opacité du sinus maxillaire sans balle fongique va pouvoir être le reflet d'une rhinosinusite plus diffuse. Donc, il va être recommandé dans le cadre du bilan préimplantaire, si à votre interrogatoire, vous avez des antécédents ou des suspicions de pathologie maxillaire, prescrire une imagerie qui inclut l'intégralité de ces cavités nasosinusiennes, les sinus antérieurs ainsi que les sinus postérieurs. Un peu plus intéressant, on rentre un peu dans le vif du sujet, les kystes rétentionnels muqueux, c'est appelé kyste ou muqueux, pseudokyste, donc ce n'est pas véritablement des kystes, ça n'a pas de paroi épithéliale, mais on en rencontre beaucoup sur nos examens d'imagerie. Donc ce sont des épaississements muqueux convexes qui ne sont pas ostéolytiques et qui sont situés au niveau du plancher du sinus maxillaire, donc bien sûr là où on va réaliser
se soulever de muqueuse sinusienne. Donc, moins de 5% de ces kystes sous-muqueux deviennent symptomatiques. Donc, dans la majorité des cas, aucun traitement n'est nécessaire et seuls les kystes symptomatiques nécessitent une exérèse chirurgicale. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous voyez des petits kystes sous-muqueux du bas-fond sinusien. Dans 60 à 80% des cas, il y a une résolution spontanée. En accord relatif d'experts, ce qui se dit, c'est que ces kystes sous-muqueux ou ces pseudokystes en trop ne sont pas associés aux pathologies apicales et parodontales, qu'il n'existe pas de lien entre la présence d'un kyste sous-muqueux et un dysfonctionnement ostéomyétal. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand on voit ces lésions du bas-fond sinusien, on se dit non mais quand je vais faire mon soulevé de muqueuse, je vais combler le complexe ostéomyétal, ce qui est en général pas le cas. La plupart du temps, il se réduit après un soulevé de muqueuse. Ces kystes sous-muqueux, ce que disent les publications, ça va être que quand vous effectuez votre chirurgie de sinus lift par voie latérale ou par voie crestale, il n'y a pas d'augmentation de perforation muqueux, il n'y a pas d'augmentation des complications chirurgicales. Donc, ce qui fait que la découverte d'un kyste sous-muqueux maxillaire asymptomatique, quelle que soit sa taille, même s'il est volumineux, ne semble pas être un facteur de risque de complication de nos chirurgies de lift. Pas d'augmentation de sinusite aiguë, pas d'augmentation de risque de perforation muqueuse, et donc en gros, on reste à des taux de succès élevés. Cette recommandation 8, qui nous dit qu'en raison de leur caractère exceptionnellement pathologique, on n'a pas besoin de les traiter avant la chirurgie de surélévation du plancher sinusien. Donc, avant, en gros, en présence d'un kyste sous-muqueux, on s'attachait à les retirer, donc que ce soit par ponction à l'aiguille fine, ou pour le vider, ça n'a pas réellement de paroi épithéliale quand on l'envoie à l'histologie. Un kyste sous-muqueux, ça revient en général kyste des cavités nasosiniennes, paroi épithéliale. Non, c'est pas réellement une paroi épithéliale, ça n'a pas d'épithélium cilié en tout cas. Donc c'est un revêtement nasosinusien, pas réellement une paroi épithéliale. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on les retirait ça par voie chirurgicale, comme ça en suturant la muqueuse par la suite et en réalisant notre comblement sinusien. Donc ça, globalement, en tout cas, ce qui est dit dans ces recommandations, c'est que ça doit être banni de nos pratiques. 9e recommandation, c'est un peu listing, désolé, c'est un peu le principe des recommandations. Donc la 9e recommandation nous invite à demander un bilan ORL en cas d'opacité à tonalité calcique ou métallique, que ce soit un aspergillome, une balle fongique, si on veut. Ensuite, que l'inflammation chronique à polynucléaire neutrophile, muqueuse nasosingienne, va provoquer une sclérose et une hyperostose réactionnelle. Donc en gros, qu'il va falloir rechercher sur des scanners large champ, type scanner nasosinusien ou des cone-beam champ large. Ce qui est aussi dit, c'est que ça nécessite un avis ORL avec un examen nasofibroscopique et que tout sinus pathologique doit être traité avant tout geste pré-implantaire. La 2e recommandation dit que la survenue d'une inflammation maxillaire après surélévation du plancher sinusien semble plus fréquente chez les patients souffrant d'une rhinosinusite chronique. Donc tous les patients doivent être dépistés pour rechercher ces antécédents de rhinosinusite. Par interrogatoire, il existe des interrogatoires type rhinosinusite chronique que je vous ai évoqués sur les premières diapos. Avant toute procédure de sinusite, très très important de rechercher ces notions. S'il y a une rhinosinusite, ils doivent être adressés en consultation d'ORL pour confirmer le diagnostic et le cas échéant, traiter cette rhinosinusite pour réduire ce risque de complications, augmenter le succès de la procédure de sinus lift, et majoritairement ce sont des contre-indications temporaires. On arrive à traiter ces rhinosinusites chroniques et ensuite, une fois que la guérison est confirmée par l'ORL, nous pouvons effectuer cette chirurgie d'élévation sinusale. Ça, ce sont des éléments qui nous mentionnent que pour une rhinite allergique, ce n'est pas une contre-indication à la chirurgie du plancher sinusien, donc typiquement des éternuants. Ça va vous orienter sur
des éternuements en salve qui sont saisonniers, vous allez vous l'envoyer chez l'ORL qui va confirmer une rhinosinusite plutôt saisonnière, plutôt allergique. Et là, ce n'est pas une contre-indication à l'élévation du plancher sinusien. Pour confirmer la guérison ou pour attendre de faire une imagerie, c'est au minimum 1 mois à la fin du traitement ou à la fin, à la résolution des symptômes cliniques des rhinosinusites qu'on doit faire ces imageries. Le diapo d'avant, voilà, confirmation par l'ORL de la guérison du sinus avant d'entreprendre toute chirurgie d'élévation sinusienne. Donc dans l'idée, vous allez suspecter, donc soit par l'interrogatoire, soit par une imagerie, une pathologie nasosinusienne. Vous allez demander un avis ORL. Cet ORL, il va recevoir votre patient, il va réaliser des examens cliniques, des examens paracliniques, examens cliniques parmi lesquels il va faire une nasofibroscopie. À l'issue de cette consultation, il va vous dire bon, c'est bon, le sinus est sain. Bon, on avait fait un petit peu fausse route, mais mieux vaut en tout cas guérir. Donc, le sinus est sain, ok, on peut faire le sinus lift. En revanche, il existe une sinusite maxillaire ou une pathologie sinusienne, type polypose nasosinusienne ou autre. Il va vous dire non, c'est une contre-indication temporaire. Il va effectuer un traitement médical plus ou moins chirurgical sur la sinusite bloquée ou autre. Il va vous confirmer la guérison avec un examen clinique et un examen paraclinique. Ensuite, vous pourrez faire votre sinus lift. En revanche, si à la suite de ce traitement médical et ce traitement chirurgical, s'il a effectué un geste de ventilation sinusienne ou autre, cette rhinosinusite peut être non traitée ou en tout cas n'est pas guérie. Donc là, c'est une des seules contre-indications de ces sinus lifts dans les inflammations du sinus maxillaire. Donc la rhinosinusite chronique œdémato-purulente résistante au traitement médico-chirurgical. Et là, c'est une contre-indication sinus lift. Vous ne pourrez pas effectuer ce sinus lift. Et voilà. Donc, en accord avec l'ANSM, on se doit d'utiliser une antibioprophylaxie en cas de chirurgie de surélévation du plancher sinusien, avec ou sans matériau de comblement, que ce soit sur un Summers, sur une élévation cristale ou sur une élévation par abord antérolatéral. Donc, préconiser une pénicilline type amoxicilline. L'antibiothérapie, globalement, elle n'est pas indiquée sur un sinus lift qui n'est pas compliqué ou qui ne s'est pas compliqué en péropératoire. Donc, pas compliqué en péropératoire, on va dire qu'on n'a pas décelé de perforation large, en tout cas, pas de migration de matériaux, et voilà, un sinus lift qui s'est très bien déroulé. Donc là, normalement, il ne devrait pas d'avoir d'antibiothérapie. Malheureusement, je pense qu'on le fait tous de mettre une antibiothérapie à plus ou moins large spectre en post-opératoire de sinus lift. S'il y a des facteurs de risque retrouvés de sinusite post-opératoire, donc qui sont le tabac, l'âge, la perforation de la muqueuse sinusienne, là en général, c'est vrai que dans les recommandations, c'est un petit peu flou, mais on envisagerait de mettre une antibiothérapie. La perforation muqueuse, elle est statistiquement associée à un taux plus élevé de sinusite post-opératoire, mais seules les grandes perforations peuvent effectuer une migration secondaire de biomatériaux, donc de matériaux de comblement. Donc ici, sur l'élément de gauche, vous allez avoir une migration secondaire, et sur l'élément de droite, plutôt une migration à long terme avec une ostéite et une vraie sinusite aiguë bloquée. Donc en conclusion, c'est très très intéressant de les lire, ces recommandations de bonne pratique, puisque ça va nous donner des éléments. Donc typiquement sur les kystes sous-muqueux, il y a vraiment beaucoup de pratiques, on voit un petit peu de tout, des aspirations, des évictions, puis des chirurgies secondaires. Donc voilà, d'avoir en tête ces éléments, c'est important. Sachez que c'est important de déceler toute pathologie rhinosinusienne par un interrogatoire bien conduit, et au moindre doute, vous rassurez le patient, ne pas oublier, de toute façon c'est codifié, ne pas oublier de demander un avis ORL complet avant d'envisager toute procédure de sinus lift.
Voilà, j'espère avoir été clair. En tout cas, n'hésitez Yvan. pas à les télécharger. Elles composent par la SFORL. Merci beaucoup, Yvan. C'est un plaisir de t'avoir, que tu aies pu enfin te connecter. Jusqu'à la dernière minute, Quelle galère! c'était pas garanti, c'était une galère, ouais, c'était une galère folle. Mais c'est vrai que c'est des sujets, par contre, qui restent essentiels, puisqu'ils donnent le cadre de pratique du sinus lift, et aussi bien la conduite à tenir auprès des ORL avec qui on tisse des liens souvent très étroits de par ces pathologies. Donc, c'est vraiment essentiel. Les recommandations que tu as rappelées, ça permet de faire le point sur le bilan préopératoire, l'antibiothérapie à large spectre, pourquoi on la prescrit, même si ce n'est pas une recommandation, on va dire, spécifique, mais au moins ça a le mérite d'avoir été traité et élucidé en collaboration avec les ORL. Je vais commencer. Donc, le sujet dont je vais vous parler, les septa osseux endosinusiens, c'est déjà un sujet qui, ben, en tout cas, il faut avoir une certaine pratique, même si, comme l'a dit Franck tout à l'heure, on est un peu les derniers rejetons de la chirurgie orale, on est des tout jeunes praticiens, on n'a pas encore l'expérience parmi l'auditoire je cite Patrick Tavitian, François Chenet, Monsieur Valentini, qui nous font honneur de leur présence. Mais en tout cas, on s'aperçoit que très vite, quand on accumule un certain volume de sinus lift, on est confronté à la gestion de ces septums. Et en fait, un sinus lift, comparé à un autre, surtout en présence de septums, ne ressemble aucunement avec son précédent. Donc, le septum, d'abord un mot d'anatomie et de physiologie pour passer vite sur les sujets rébarbatifs. C'est une structure osseuse qui est physiologique. Il n'y a aucune pathologie dans le septum osseux. C'est des structures qui sont extrêmement variables d'un individu à l'autre, qui sont évolutifs au cours de la vie. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, ce sont des résidus osseux qui sont issus de deux phénomènes concomitants. Un phénomène de résorption alvéolaire qui se fait de par l'édentement d'une zone, d'un secteur, et de l'aération, en tout cas la pneumatisation sinusienne, même si toujours sur ce niveau-là, il reste des parts non élucidées. On a donc à la croisée de ces deux phénomènes, on a ces structures osseuses en fonction de la densité des parois corticales et tout ça qui vont se façonner et qui vont pouvoir évoluer au fur et à mesure de la vie. Il y en a certains qui pensent que ce sont des entretoises qui sont entretenues et qui peuvent évoluer en fonction des forces masticatrices qui sont développées au niveau des mâchoires. Donc, on connaît tous les piliers de force de la face, que sont le pilier canin, le cintre maxillozygomatique et le pilier ptérygoïdien. Mais ça serait peut-être, pourquoi pas, des entretoises intermédiaires et des cintres qui évolueraient en fonction des forces appliquées. Donc, ici, sur la photo cadavérique, vous voyez en fait la paroi médiale située au-dessus, la cloison intersinusonasale. En bas, on voit la paroi latérale du sinus et vous voyez ce septum qui traverse de part en part. On verra que c'est un septum de classe 1 selon la classification que je vais vous donner. Mais c'est un septum qui traverse de part en part et vous comprenez la difficulté sur cette structure anatomique de soulever correctement la muqueuse sinusienne et en tout cas de l'aborder sans danger. Les septums sinusiens, en réalité, il y en a de deux types. Le premier à l'avoir décrit, c'est Underwood, dans les années 1910, qui a fait les premières études sur 45 crânes secs dans son laboratoire. Il a commencé à passer des crânes secs à la scie sauteuse pour essayer d'enquêter sur ces septums. Il a en fait relevé, d'après lui, et ensuite d'autres auteurs ont confirmé, des septums primaires qui étaient présents dès la genèse de l'os maxillaire, et des septums secondaires qui, en fait, de par ce que je vous ai dit, les mécanismes évolutifs de pneumatisation, de résorption et de force masticatrice qui entretiennent ces piliers, on va avoir des phénomènes adaptatifs qui vont développer des septums secondaires ou avoir des septums hybrides, soit mixtes, c'est-à-dire que partir d'une structure qui était présente initialement, qui est présente dans le maxillaire et qui va avoir tendance à se modifier et à évoluer en fonction de son environnement. Donc, c'est pour ça qu'il a classifié primaire, secondaire et en fait des septums hybrides.
Quelques chiffres pour que vous connaissiez un petit peu l'incidence dans la population générale, que ce soit des études cadavériques ou des études sur Conbim, on a globalement des pourcentages qui se ressemblent, avec une moyenne de 33,3% pour une soixantaine de crânes secs disséqués, et on va avoir 40,2% sur 111 Conbim analysés sur 276. Donc on est autour des 30-40% dans la population générale, avec un taux qui est significativement plus élevé chez les patients édentés. Donc là, ça confirme aussi comment dire, ça confirme le fait que chez les dentés, des processus de résorption ont eu lieu, des processus d'aération et de pneumatisation sinusienne ont eu lieu, et si on extrapole un peu, c'est des patients qui ont pu avoir un remaniement intrasinusien un peu plus important. En termes de localisation, donc voilà, on a ces formes de structure sur le Conbim que je pense, en tout cas, les habitués des sinus lift ont l'habitude de relever. Et on voit, en fait, si vous voulez, sur la coupe scanner, si je vous montre avec mon rayon laser toute cette zone, on voit là les coupes Conbim qu'on n'aime pas voir chez les dentés avec tout un tas de septa endosinusiens. Concernant la localisation, ils sont souvent unilatérales chez les individus, avec 30% dans la région antrale qui est limitée entre la deuxième prémolaire et la première molaire au maxillaire. La majorité des septa sont concentrés dans la région intermédiaire, entre la première molaire et la deuxième molaire, et 30% dans la région postérieure. Avec une hauteur moyenne de 9,69 millimètres selon les analyses Conbim, et de 8,69 et de 8,72 sur les analyses cadavériques. Donc là encore, on a une similitude entre les études Conbim et les études de dissection. Si on parle des outils diagnostiques et de planification, c'est simplement pour mieux anticiper les risques qu'on va avoir au cours de la chirurgie et d'anticiper les difficultés. Le Conbim, c'est bien évidemment un outil indispensable. Et on s'accorde à dire que la mise en évidence d'un septum osseux endosinusien, c'est un facteur de risque statistiquement significatif, on le verra sur un tableau juste après, mais par rapport au risque de survenue d'une perforation de muqueuse sinusienne, et si on extrapole de complications infectieuses endosinusiennes. Ça encore, il y a un flou dans la littérature. Certains auteurs pensent que c'est un facteur, la perforation de muqueuse, donc la présence de septum, puis la perforation de muqueuse sinusienne vont générer plus de complications infectieuses sinusiennes. Dans d'autres études, c'est un peu plus modéré, c'est un peu moins clair que ça. La planification a son intérêt puisqu'on va pouvoir, par le biais du positionnement d'un septum osseux et par le biais d'une chirurgie guidée qu'on peut faire de façon traditionnelle ou qu'on peut mettre en place, en tout cas qu'on peut confectionner à partir du Conbim en 3D, on va pouvoir exploiter des volumes osseux qui sont offerts par certains septa osseux intrasinusiens qui peuvent parfois soulager les patients de quelques reconstructions préimplantaires. Et donc, c'est important de l'avoir en tête parce que souvent, il suffit que ça soit cohérent par rapport au plan de traitement prothétique pour qu'on puisse se retrouver avec une situation qui est arrangeante. Irinaki a distingué 3 classes de septa osseux et une 4e classe est venue se surajouter. La classe 1 de septum osseux, c'est les septums qui sont orientés vestibulo-palatins. D'accord ? C'est les septums qui sont dans le plan coronal, qui sont situés entre le versant vestibulaire, la paroi antérolatérale du sinus, et la cloison intersinusonasale. Donc ça, c'est la classe 1. Elle est retrouvée dans 2 tiers des cas. On parle de 2 tiers des septa osseux qui seraient des septa de classe 1. La classe 2 sont des septums orientés mésiodistal qui sont, à partir de là, compliqués à gérer sur le plan chirurgical. On le verra aussi. Qui sont des septums qui évoluent dans le plan transversal en divisant en fait dans un sens longitudinal, dans le plan sagittal, l'espace endosinusien. Et la classe 3, qui est dit, sont des septums qui sont horizontales, c'est-à-dire qui se développent aux dépens des parois médiales ou latérales, qui ne concernent pas directement le bas-fond sinusien,
et qui permettent et qui vont en fait, là sur les coupes qu'on voit au niveau des coupes Conbeam, là c'est une coupe coronale, mais tout ce septum, il évolue de façon longitudinale sur toute cette paroi osseuse de la cloison intersinus-nasale. Donc là, on est sur la paroi médiale. Donc ça aussi, chirurgicalement, c'est des classes qui sont problématiques. Là, avant de passer sur cette diapo, je reviens juste sur la diapo d'avant, si possible. Voilà, et il existe une combinaison, bien évidemment, lorsque les espaces sont cloisonnés, ça crée même des alvéoles indépendantes dans le sinus. On va avoir une classification surajoutée de classe 4 qui sont en fait des septums hybrides qui réunissent un peu tout ça. Donc, ce que je vous disais juste avant, c'est que vous voyez dans cette étude, on note qu'il est advenu en fait 17. En fait, il y a eu 18 perforations de membranes de muqueuse sinusienne et 17 sont survenues lorsque l'étude montrait la mise en évidence d'un septum ou plus. Donc, c'est à partir de là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une valeur statistique entre la présence de septa osseux et la survenue de perforations endosinusiennes. Ce n'est pas le seul tableau, mais celui-là était assez parlant en termes de chiffres, puisque les chirurgies avaient été toutes unilatérales et pratiquées par le même opérateur. Je vois que vous levez la main et tout ça, qu'il y a peut-être certaines réactions, mais je répondrai à tous à la fin, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ensuite, Irinaki s'est lancé selon les classifications de septa, dans une conduite à tenir en fonction de son expérience. Donc ça, c'est à prendre ou à laisser. Mais ça montre bien que lorsqu'on fait face surtout à une classe 2 ou une classe 3, donc des septums qui sont longitudinales, d'accord, mais qui sont mésiodistales, et des septums qui sont le long des qui sont aussi longitudinales, mais le long des cloisons antérolatérales et des cloisons médiales. Il faut faire preuve d'un recul chirurgical assez important pour essayer de les mettre en évidence, essayer de libérer ces adhérences au niveau de ces septums et essayer de parvenir à des soulevés sinusiens assez sécurisants. Donc voilà, selon Irinaki, la présence d'un septum interférent sur le Conbeam préopératoire montre une association statistiquement significative avec l'incidence de perforation muqueuse. Ça, c'est lui qui le dit. Selon Schwartz, il faut en chirurgie faire mettre en balance, et c'est un délicat équilibre entre la présence de septa, la hauteur de crête résiduelle qui pourra avoir aussi effectivement plus la hauteur de crête résiduelle est moindre, plus on pourrait se dire que le septum est élevé et qu'il y aura plus de muqueuse à décoller le long du septum, ce qui ne facilite pas la chirurgie. Et évidemment, la hauteur du septum qui est étroitement liée. Sur le plan des stratégies chirurgicales, en balayant la littérature et en s'appuyant sur ce qu'on fait en clinique, j'ai relevé 4 principales grandes familles de stratégies que je vais essayer de vous décrire là. Donc la première, c'est l'abord de notre cavité sinusienne avec la mise en évidence du septum osseux ou éventuellement des septa en présence, mais là ça devient technique, avec la piédoscission ou la fracture à la base du septum. Et en fait, on viendrait récliner la muqueuse avec le septum qui resterait adhérent à la membrane sinusienne qu'on laisserait flotter. Et avec un peu de chance, la membrane va se récliner en emportant le septum qu'on a réussi à fracturer. Et on va pouvoir poursuivre la chirurgie de comblement sans risque. Pourquoi j'ai mis 1 ou 2 temps chirurgical? Parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on essaye de fracturer ou de piédosiser un septum osseux endosinusien, on a un risque de perforation qui est énorme, d'autant plus que ça dépend des anatomies, mais encore plus si on est sur de la toile de soie, sur une muqueuse vraiment très très fine. Et donc, ce n'est pas un problème en fait, parce qu'il y a des auteurs qui ont décrit des protocoles en 2 temps chirurgical et que personnellement j'ai commencé ça m'a aidé, en tout cas ça a aidé à me décomplexer. Il s'agit en fait de fracturer ce septum, vous allez le comprendre un peu mieux par la suite, de le laisser flotter. S'il y a une perforation, en fait, de laisser comme ça, sans combler, de récliner quand même la muqueuse. On ne comble pas, on referme. Et 6 mois après, on réintervient sur le sinus. Et en général, on n'a plus d'obstacle osseux. On a même, pourquoi pas, avec le guide
le guide, en tout cas osseux, qui a pu fournir le septum et l'apport comme ça, de cellules ostéoprogénitrices, on peut avoir une augmentation du tissu osseux. Mais en tout cas, ça permet d'aborder secondairement les chirurgies de façon plus safe et généralement avec la petite hauteur osseuse supplémentaire qui a pu laisser ce septum résiduel, on va pouvoir positionner les implants en concomitance. Donc, on ne perd pas vraiment de temps et ça permet de se décomplexer sur pas mal de choses. La deuxième stratégie, c'est les abords, c'est travailler ces designs de volets osseux et d'abord latéral, avec parfois 2 chambres et 2 volets osseux à part entière. Parfois, on peut faire des abords en W qui contournent le septum osseux. Et parfois, on peut faire des abords très hauts pour ensuite mettre en évidence sur une vue plongeante le septum et ensuite plonger de chaque côté et parvenir à un décollement assez serein si on arrive à vraiment faire tomber la fenêtre au sommet du septum. Ça reste technique, mais il faut essayer de travailler les designs pour tenter de contourner les difficultés. L'abord palatin, quelque chose qu'on s'était posé la question avec Franck sur un scanner, et c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de pratiquer à une seule reprise. Donc ça aussi, ça peut être une alternative dans la mesure où souvent on est… Là, c'est pour des cloisonnements lorsqu'on fait face à des… Pardon ? Ah non, pardon, j'entends des voix. Qu'on fait face à des cloisons de refend de classe 3 ou des classes hybrides ou des septums hybrides de classe 4, où on a des chambres complètement isolées, un abord vestibulaire qui serait affreusement compliqué. Donc, ça peut présenter une alternative. Et enfin, la technique Myambé, donc ça, c'est de façon assez anecdotique, mais bon, ils décrivent quand même 26 procédures qui sont, je vous les ai mises là pour simplement éveiller votre curiosité. Myambé, ça veut dire Minimal Invasive Antral Membrane Balloon Elevation. C'est-à-dire, grâce à un ballon hydraulique et une ostéotomie type Summers, on glisse en fait grâce à la pression hydraulique, on soulève sans danger la muqueuse. Et je vais essayer de vous expliquer aussi rapidement la technique. Donc, pour revenir sur notre première technique, on est face à un sinus, un septum intrasinusien. Voilà. Donc, en l'absence, on le fracture à sa base. Donc, soit on fait cette fracture à l'aide d'une encoche à la fraise diamantée sur lequel on peut s'appuyer avec un maillet et un ostéotome à pointe mousse. On peut essayer d'élever doucement et de fracturer doucement ce septum. Soit on peut faire au piézotome un trait à la base du septum pour essayer de le fracturer et de l'emporter plus haut avec le soulevé sinusien. En absence de perforation, c'est un sinus lift lambda, on continue la chirurgie. Voilà, point barre, tout se passe bien, c'est nickel, c'est comme si de rien n'était, on est les champions. S'il y a une présence de perforation qui est susceptible d'être réparée. Donc ça, Mehdi vous en a longuement parlé tout à l'heure. On peut tenter la réparation de cette petite perforation et transformer cette situation où il y avait une petite perforation en situation conforme où on est dans un sinus lift traditionnel. Si on fait face à une large perforation, que là, ça commence à sentir le roussi, qu'on commence à verser des grosses gouttes, notamment si on est sous anesthésie locale avec un patient un peu stressé, on a tous envie que ça se termine, il vaut mieux qu'on remette la chirurgie à plus tard, mais qu'on parvienne quand même à finir ce geste de fracture, en tout cas septale, de façon à pouvoir quand même récliner la muqueuse, espérer une cicatrisation osseuse qui, sans biomatériaux et sans facteurs favorisant plus que ça l'infection, devrait quand même se poursuivre sans anomalie et réintervenir 4 à 6 mois après cette première chirurgie avec généralement, on l'espère, la mise en place d'implants concomitants. Donc voilà une vue clinique avec un septum qui est décroché. Vous voyez ici ce bout de septum qui est emporté par la muqueuse sinusienne. Ici, on n'a pas de perforation. On voit ici les reliquats vestibulaires du septum. Donc, la chirurgie va pouvoir se dérouler sans risque. Et on est dans la première configuration où tout se passe bien. Et si jamais à ce stade-là, il y avait une petite perforation, grâce aux techniques que nous a décrit Mehdi, on peut retomber sur nos pattes et retrouver une situation plus agréable.
Voilà, ça c'est toutes les. Je vous ai souligné dans le tableau, euh, en tout cas encadré, je vous ai souligné ça, c'est toutes les septums qui ont été pris en charge soit par ostéotomie quand c'est O, soit par fraisage lorsqu'il y a marqué R, O c'est l'ostéotomie, soit par piézotomie, piézocision plus ostéotomie lorsqu'il y a marqué P. Donc, sur tous ces prises en charge de septum, vous voyez, les complications que rapporte cette étude sont plutôt rassurantes. Donc, c'est une technique il faut inciser les septums, il faut les récliner, il ne faut pas avoir peur de ça. Ça ne doit pas être un obstacle particulier à la chirurgie si on les a bien anticipés, si on les a bien classifiés. Là, c'est un premier exemple de chirurgie en 2 temps, vous allez comprendre. Donc, en haut, sur la planification 3D, on voit ce septum, il fait pas partie, ce septum de classe 1, ici, il ne fait pas partie du projet prothétique. Donc, on peut l'ignorer. Le septum le plus problématique, ça va être ce septum ici, mésiodistal de classe 2, au niveau duquel l'implant, au niveau donc, du secteur, ça doit être une première molaire, ça va poser problème. Et on voit que ça, ici, on a la vue 3D, la reconstruction du sinus 6 mois après la première intervention, où en fait, on a fracturé le septum initial qui était présent, le septum de classe 2 qui était présent au niveau de la cavité endosinusienne. Et on voit que ce septum, il cicatrise, si vous voulez, à l'horizontale, avec un os qui ici, même si ce n'est pas un gain osseux majeur, mais qui a quand même augmenté, qui va pourquoi pas nous permettre une chirurgie avec mise en place d'implants simultanés. Et surtout, un épaississement muqueux et une horizontalisation, une harmonisation du plancher qui va rendre plus confortable le soulevé sinusien secondaire. Ici, le soulevé sinusien secondaire. Ici, la mise en place de l'implant. Et vous voyez, ça se fait sans trop de problèmes. En tout cas, c'est ce que rapporte cette étude. Une autre étude ici avec un septum problématique ici, on n'aime pas, avec un espace très faible pour travailler. Là, on glisse une curette, il y a un rebiquet important. C'est quasiment impossible de faire le contour avec une curette sans perforer. On voit qu'après fracture en tout cas piézocision ou fracture de ce septum, 6 mois après, lorsqu'on réintervient, on a une hauteur osseuse qui passe de 1,5 mm à 5 mm. Donc là encore, ça nous permet une mise en place d'implants concomitante. Et là, voilà, donc le soulevé sinusien avec la greffe mise en place au même moment que l'implant. Donc ça, ce sont les chirurgies à 2 temps qui sont à 2 temps, certes, mais pour lesquelles on ne perd pas de temps non plus, puisque l'implant peut être positionné dans le même temps. Le design de la fenêtre, donc souvent c'est des abords en W. Là ici, ce n'est pas vraiment un abord en W. Si j'avais fait un abord en W, ça aurait été plus, si j'arrive, ça aurait été plus un abord, si vous voulez. Voilà, l'abord en W, ça aurait été plus un abord comme ça. Voilà, sur lequel, en fait, on contourne, sur lequel on arrive à contourner le septum et du coup parvenir à un décollement au-dessus du septum. Ça peut être, pardon. Voilà, là, ce qui s'est passé, c'est que ce septum, la cloison, elle était très épaisse ici. C'est un cloison de Roffand avec un septum de classe 1 sur lequel on a pu recréer en fait 2 chambres de reconstruction et puis on a comblé dans ces 2 espaces ici. Voilà, donc ça fait partie de tout le travail qui doit être fait en amont pour choisir la bonne méthode. Et effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir aussi des abords qui sont plus hauts dans le sinus, de façon à arriver au sommet du septum et pouvoir engager un décollement mésial et un décollement distal. Ouais. Ça m'est arrivé aussi quelquefois de faire comme ça, donc c'est assez pénible parce que ce volet osseux il se fait assez haut, mais le fait d'avoir une vue plongeante, on peut plus facilement décoller glisser nos instruments et avoir un soulevé de muqueuse qui serait plus sympathique. L'abord palatin, comme je vous expliquais, donc là on fait face à on a un scanner avec un septum de classe 2.
donc qui est très bien visible, comme je vous le disais, sur les reconstructions en coupe coronale, ici, mais on va avoir des problèmes, enfin, en tout cas, par rapport à la planification prothétique et par rapport au positionnement implantaire, ce n'est pas forcément très judicieux d'aller combler en vestibulaire. Donc, on peut faire le choix de passer par la voie palatine pour essayer de combler tout simplement cette chambre sinusienne qui est cloisonnée par notre septum de classe 2, qui est donc longitudinal, qui est un septum mésiodistal. Donc l'incision se fait au niveau de l'abord palatin, l'incision est crestale, et il y a une incision de décharge qui se fait généralement verticale le plus antérieure possible, en général entre la prémolaire et la canine, de façon à limiter en tout cas le risque de saignement de l'artère grande palatine, puisqu'à ce niveau-là, il y a quand même un diamètre artériel qui est très faible. Donc on arrive à s'en sortir si, en tout cas au niveau de l'hémostase, ça ne pose pas de problème, même au fauteuil sous anesthésie locale, si l'incision est suffisamment mésiale, on peut s'en sortir sans souci. D'autres indications aussi pour cet abord palatin, ça peut être des complications vestibulaires, lorsqu'on n'a pas envie de réintervenir par voie vestibulaire lorsque le site a été pluri-infecté. Lorsqu'on a des bribes, donc généralement c'est des séquelles et des stigmates, en tout cas cicatriciels de chirurgie ou d'intervention, de réintervention, qui occasionnent des brides vestibulaires importantes. Comme je vous le disais, des septums qui sont cloisonnant des espaces qui ne sont pas forcément cohérents par rapport au projet prothétique, en tout cas si on aborde sur le versant antérolatéral. Et enfin, une épaisseur de paroi antéro et postérolatérale sinusienne trop importante, qui occasionnerait, lorsque la paroi osseuse est très, très importante et la muqueuse très fine, on a des difficultés de visibilité en général et des gros risques de perforation de muqueuse. Voilà ce que je vous dis de façon anecdotique pour finir, ce fameux MIAMB, Minimal Invasive Antral Membrane Balloon Elevation. En fait, c'est un petit manchon avec un ballon hydraulique qu'on remplit de sérum physiologique. Le protocole est assez simple, c'est une ostéotomie de Summer. Donc on fait notre puits d'abord sinusien crestal. Ensuite, grâce au dernier ostéotome, on va pouvoir compacter le biomatériau qu'on a mis au fond du puits pour essayer d'engager en tout cas la fracture osseuse et le premier pan du soulevé de muqueuse. On va mettre autour de ce dernier ostéotome un manchon de téflon pour calibrer la hauteur et la largeur de ce puits. Ce manchon de téflon, il va permettre au manche du ballon d'être lui-même calibré à la bonne hauteur et à la bonne longueur. Et on va pouvoir remplir à pression constante, sous contrôle barométrique, ce ballon rempli de sérum physiologique, qu'on va laisser en place 5 minutes, enfin, c'est ce que disent les auteurs sur 26 procédures, et qu'on va pouvoir donc ensuite venir combler à l'aide d'une seringue au niveau de ce puits cristal, grâce à des biomatériaux, ce que vous utilisez, ça peut être du PRF aussi, peu importe. Ici, quelques radios qui vous montrent des exemples de contournement de ce problème de septum grâce à cette technique d'élévation par ballon. On a donc les septums qui sont bien visibles ici. Je vais y arriver. Ouais, qui sont bien visibles ici, vous voyez. Et donc, on va avoir cette chambre qui va être comblée grâce au ballon, et puis un comblement qui pourra être fait. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour les plus valeureux d'entre vous d'être restés jusqu'au bout. Et de suite, on va répondre à vos petites questions. Vas-y. Vas-y. Donc, pour ma part, moi, je pense, après Pascal, s'il est encore là, pourra me contredire, mais quand on a des septas difficiles comme ça à gérer, notamment les stades 3 de chez Irinaki, moi, je pense que c'est l'indication parfaite, justement, de ne pas combler. Ça veut dire que du moment que vous faites votre élévation sinusienne, je pense qu'il faut privilégier la mise en place des implants directement. Au moins, vous évitez la problématique de perforation, etc. Et au moins, vous n'avez pas de problème de matériau qui peut partir. Et si vous réussissez à soulever, profitez-en pour mettre les implants le même jour.
Je pense, en tout cas, à mon sens, c'est cohérent de raisonner comme ça plutôt que de combler et de prendre un risque. Vas-y, Romain, si tu veux répondre aux Ouais, questions. alors je suis en train de voir un peu vos questions. Alors, qui c'est donc, pourquoi casser les septas et faire 2 interventions si on peut faire les autres techniques en un temps? Sam, je sais pas si Sam, je sais pas si on se connaît. Bref, c'est pas grave. En tout cas, bah, là, j'explique. Je tranche pas. C'est-à-dire que je pense que déjà, je suis trop jeune pour trancher. Et ensuite, je pense que là, j'ai essayé de faire un peu le tour sur ce qui était pour essayer de toucher la sensibilité de chacun et de son recul clinique. C'est-à-dire que là, je vous ai présenté un panel de techniques. C'est vrai qu'avec l'avènement et le design maintenant des implants, la mise en place des implants en concomitance est quasiment, enfin, va devenir à mon sens de plus en plus systématique. Donc, voilà, ce n'est pas pour trancher vers l'une ou l'autre des questions, c'est simplement qu'il y a des techniques qui sont décrites et on essaye après, c'est à chacun de faire sa propre opinion sur le sujet. Le Miambé permet de gagner combien de millimètres? En général, ils élèvent le ballon pas à plus de 10 millimètres. Voilà. Mais 10 millimètres, c'est un gain confortable, comme vous le savez. Donc, le Miambé, c'est ça. Par contre, il le laisse 5 minutes. Alors ça, il n'y a pas tellement de justification. Je pense que c'est pour éviter que la muqueuse vienne se collaber et permettre d'avoir une certaine mémoire de forme, si je puis dire. Mais en tout cas, ça permet, d'après les auteurs, de gagner 10 millimètres. Pauline, elle nous remercie. Eh ben, merci d'avoir été là, Popo. Et la technique du ballon complément se fait aussi par voie cristal. Du coup, elle se fait strictement par voie cristal puisque dans le protocole, c'est une voie de Summers qui est décrite. Donc strictement par voie cristal. Comment faites-vous pour planifier votre chirurgie sur la localisation de l'artère antrale? Alors, l'artère antrale, c'est un faux problème. Il faut ne plus la mystifier parce que ce n'est pas une artère de gros calibre. Nous ne sommes pas sur une artère carotide externe ou quoi que ce soit. Et un petit astuce de cuisine, c'est lorsque vous êtes confronté à une artère antrale qui est visible sur le trajet de votre volet osseux, vous commencez votre volet osseux tout autour de l'artère antrale. Et au dernier moment, vous venez passer le coup de piezo, le coup de fraise diamantée sur l'artère antrale. Vous verrez que dans les 3/4 du temps, ça ne saigne plus, puisqu'avec l'inflammation et l'irritation des tissus qu'on a apportés, on a très clairement une vasoconstriction qui s'est créée. Donc, à mon avis, vous pouvez aller les yeux fermés sur l'artère antrale, elle n'a pas de problème. Et au contraire, quand ça saigne, on aime bien que ça imbibe un peu nos biomatériaux. Donc, franchement, on la remercie plus que tout. Dans le cas des perforations, comment gérer l'hémorragie? Voilà, c'est une hémorragie le plus souvent intra-osseuse, une petite compression, peut-être une anesthésie un petit peu en pression sur le point de saignement. Ça peut faire l'effet. Et n'hésitez pas à vous munir, c'est pas très cher. C'est souvent disponible. Je sais qu'il n'y a pas trop cette culture-là en dentisterie, mais de vous munir d'un cautère. Une pince bipolaire qui permet de cautériser. On règle sa bipolaire sur des échauffements qui sont pas importants puisqu'on est sur des chirurgies muqueuses assez fines et on peut cautériser comme ça. Alors en intraosseux c'est un peu difficile, mais en tout cas en muqueux, pour une cautérisation en muqueuse ça marche très bien. J'espère avoir répondu. Merci à tous. À très vite sur FIFA, Dr Hadj. Ok, pas de problème. Vous avez oublié que l'on fait des greffes sinusiennes lorsque l'ostotomie. François Chenet, vous avez oublié que l'on fait des greffes sinusiennes lors des osteotomies maxillaires type sans membrane. Ce qui compte est la stimulation. Mais bien sûr, monsieur Chenet, on vous rejoint tout à fait. Mais si on enlève la muqueuse, la membrane schneiderienne à nous et à tous nos confrères dentistes, que restera-t-il de cette profession? Monsieur Chenet, que restera-t-il? Non, mais on sait bien qu'il faut le rap, le frost, l'orage biologique. On se rapproche de l'orage cytokinique induit par le Covid, mais c'est vrai que c'est l'orage biologique. Après, c'est sécurisant de faire des greffes quand on est dans un espace clos, mais on sait très bien que lors d'une perforation ou lors d'une ostéotomie de l'effort, comme M. Chenet le fait hebdomadairement, ouais, je ne sais pas si ça se dit, mais bien sûr que ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est que mais si le matériel est contenu, on est encore plus rassuré. Le septum est une magnifique réserve de muqueuse de part et d'autre, ce qui permet de recouvrir la déchirure. Bah, écoutez, le septum est une magnifique réserve de muqueuse de part et d'autre, ce qui permet de recouvrir. Oui, tout à fait.
c'est vrai que ça donne, si on arrive à redisséquer par-delà le septum, en fait, on a un gain, on a une laxité de la muqueuse qui va se faire, puisqu'on va gagner la distance parcourue sur tout le septum de cette muqueuse. Donc, c'est vraiment un outil, il faut s'en servir. Il faut apprendre à les manipuler. Une fois qu'on les manipule, ces septums, ils sont pas si pénibles que ça. Ouais, Mehdi, merci de le rappeler. C'est vrai qu'après, de toute façon, la chirurgie sinusienne sur des septa endosinusiens, ben, à mon sens, il faut justifier quand même d'un petit background de sinus lift avant de se précipiter là-dessus parce que ça complique, c'est pas un boulevard, ça change la donne et ça peut rallonger le temps d'intervention et ça peut rajouter du stress et tout ça. Donc, il faut faire attention. Il y a une question sur les implants ptérygoïdiens. Merci Mathieu, on compte sur les ORL bien évidemment. Merci Mathieu. Pour rattraper le tir. Moi, je vois juste une question sur les implants ptérygoïdiens de Ramouten. Qui Oui. demande si on utilise un implant ptérygoïdien. Alors oui, on utilise, comme tu le sais, il y a un DU d'implantologie basale qui est géré par Gérard Scortecci. Après, les implants ptérygoïdiens, ce n'est pas facile pour tout le monde. Ça nécessite une connaissance anatomique particulière. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans le débat implantologie axiale versus implantologie basale. Mais je pense qu'il faut quand même se référer aux données acquises de la science sur plein de points. Après, les implants ptérygoïdiens peuvent être une alternative sans problème, mais ça dépend, toi, de ton habitude personnelle. Et puis, comme tu sais, les chirurgiens oraux, on a l'habitude de pas être, on a la mauvaise réputation de ne pas être très prothétiquement conscient. Mais au niveau des implants ptérygoïdiens, les axes sont souvent difficiles à gérer pour en avoir fait 4 ou 5. C'est vrai que pour le correspondant, c'est un peu compliqué. Il faut qu'il sache jouer avec des multi-unités angulées, etc. L'émergence peut être difficile. Comme tu sais, l'orientation de la ptérygoïde peut être en dehors. Bon, bref. Ça dépend de ton habitude et de ton réseau surtout, je pense. Super Yvan, un mot à rajouter? Un mot de fin peut-être? Bon sinus lift à tous. Ouais. Non, je trouve que c'était bien, c'était intéressant. Chaque présentation avait son atout. En effet, il manque des choses, c'est sûr, mais on est jeune, on est vigoureux, donc on s'améliore. Bon, la Et voilà, prochaine donc dans fois. l'idée, c'est vrai que on a quand même hâte de se voir en réel, parce qu'une visio, c'est quand même difficile à mener, on n'a pas de réaction du public, donc c'est un petit peu… Ouais. Vous passez les vidéos et tout ça, ça on est désolé. Il faudrait qu'on soit on marche tous à la fibre, mais c'est pas le cas dans nos quartiers respectifs. nos campagnes. Ouais. Donc bon voilà, merci beaucoup d'être venu. Je pense que on va pas vous retenir plus longtemps. On a suffisamment pris de retard. Merci beaucoup. Vous étiez 170 au Merci à départ. tous. Bon, Oui. il y a les derniers résistants, mais félicitations, bravo à eux. Nous, ça nous encourage vraiment pour la suite. Ça peut que nous motiver et ça vraiment, ça nous pousse à plus partager avec vous, plus prendre de photos, de vidéos, essayer d'être vraiment à bloc sur cette communication parce que je pense qu'elle sert à tous au-delà de nous faire un petit coup de projecteur, mais c'est surtout pour essayer de favoriser la correspondance et surtout d'essayer d'évoluer dans cette pratique qui, franchement, nous tient et nous passionne. Je rends l'antenne parce que c'est bientôt le 20h. Non, quoique pas de suite, mais merci à tous, à très bientôt et on met fin à cette réunion.